Il est tout pile 14h sur BFM TV. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette édition spéciale de l'après-midi info consacrée à la préparation de cette réunion Trump-Zelensky à Washington demain. Bonjour Fanny. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Avec, à la veille de cet échange qui fait suite au sommet Trump-Poutine en Alaska vendredi, l'Europe qui monte au créneau. Plusieurs réunions, plusieurs échanges sont organisés ce dimanche pour préparer la riposte de l'Ukraine et de ses alliés. Et vous allez les suivre en direct avec nous cet après-midi sur BFM TV. Nous les décrypterons avec nos invités, nos spécialistes en plateau, mais aussi avec nos envoyés spéciaux à Bruxelles. Nous serons avec Michael Denut, au Fort de Brégançon avec Hugo Capelli ou encore à Kiev avec Cyril Amourski. Justement, nous allons prendre la direction de Bruxelles avec ces images. On les a vues, on va peut-être les voir de cette rencontre attendue donc dans quelques dizaines de minutes. C'est le lieu où Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, rencontrera donc Volodymyr Zelensky. Ils se sont déjà rencontrés, mais il y aura une conférence de presse qui aura lieu tout à l'heure. Ce sera évidemment à suivre donc en direct sur notre antenne. Et donc là, nous sommes avec Michael Denut. Vous êtes à Bruxelles pour BFM TV. Donc cette visioconférence qui aura lieu dans l'après-midi de la coalition des volontaires sera précédée de cette rencontre et de cette prise de parole d'Ursula von der Leyen et du président Zelensky. Oui, tout à fait. Volodymyr Zelensky vient d'arriver donc ici sous un convoi hautement sécurisé au cœur de Bruxelles. Alors pour les Européens, c'est clair, il s'agit d'accorder les violons, de se montrer unis avant la réunion de demain, capitale, à Washington avec Donald Trump. Volodymyr Zelensky est donc ici, derrière moi, à Bruxelles, cet après-midi, pour participer à cette visioconférence des alliés en Europe, avec la présidente de la Commission européenne, bien sûr, Ursula von der Leyen, qui sera d'ailleurs demain également du voyage à Washington. Il s'agit donc de se mettre d'accord et la coalition des volontaires doit se réunir physiquement et virtuellement, surtout depuis le siège ici des institutions européennes. Il faut trouver donc, bien sûr, les arguments pour essayer de décrocher un cessez-le-feu, ce qui manque toujours, bien sûr. Pour l'Europe, c'est aussi sa crédibilité politique qui est aussi en jeu, sa crédibilité au niveau de son poids diplomatique et sans doute pour aussi son avenir, il va falloir essayer de trouver des garanties pour la sécurité et l'avenir de l'Europe ici à Bruxelles. Michael Denut à Bruxelles pour BFM TV. On va aller devant le fort de Brégançon dans le Var retrouver Hugo Capelli, journaliste politique BFM TV qui suit donc le chef de l'État qui lui-même suit l'actualité internationale et va même y participer demain puisqu'Emmanuel Macron l'a annoncé. Il se rendra à Washington aux côtés de Volodymyr Zelensky. Oui, en effet, c'est l'information que nous avons eue à la mi-journée. Emmanuel Macron qui fera partie de cette délégation de chefs d'État, de dirigeants qui accompagneront Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche pour aller voir Donald Trump et parler de cet accord de paix concernant le conflit en Ukraine. Pourquoi Emmanuel Macron se rend à Washington ? Eh bien, voici les explications de l'Élysée dans un communiqué de presse. L'objectif, c'est de, je cite, poursuivre le travail de coordination entre les Européens et les États-Unis dans le but de parvenir à une paix juste et durable qui préserve les intérêts vitaux de l'Ukraine et la sécurité de l'Europe. Les Européens qui veulent tout simplement peser sur la suite des négociations, que tout ne se passe pas uniquement entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Avant ce sommet demain prévu à Washington, il y a une réunion qui va commencer dans un peu moins d'une heure, qui sera coprésidée d'ailleurs par Emmanuel Macron depuis le fort de Brégançon juste derrière moi. Réunion en visioconférence avec la coalition des volontaires. Ce sont l'ensemble des alliés de Volodymyr Zelensky, principalement des pays de l'Union européenne, mais aussi l'Australie ou encore le Canada. Beaucoup de sujets sur la table, bien évidemment, avant le sommet de demain à Washington. La question du partage des territoires, les garanties de sécurité aussi pour l'Ukraine. S'il y a accord de paix, comment sécuriser le territoire ukrainien d'une invasion russe qui pourrait avoir un nouveau lieu dans les prochaines années. Le chef de l'État qui se rendra ensuite en fin de journée dans la commune de Bormes-les-Mimosas pour l'anniversaire de la libération de la ville. Il tiendra d'ailleurs un discours que l'on suivra très attentivement. Il pourrait y avoir évidemment quelques messages internationaux ce soir.
Merci Hugo Capelli en direct de Bormes-les-Mimosas dans le Var avec Vincent Berthezen pour les images. On précise également que Emmanuel Macron prendra brièvement la parole aux alentours de 16h30. Ce sera évidemment à suivre sur BFM TV. Anthony Lebos du service politique de BFM TV est avec nous en plateau. Bonjour Anthony. Bonjour. Alors on le sait, l'Europe n'en est pas à son premier soutien de l'Ukraine. Il est indéfectible. Il a montré à plusieurs reprises, communiqué très souvent. Mais là, le contexte est un peu différent à 2 jours de ce sommet qui a eu lieu donc en Alaska entre Donald Trump et Vladimir Poutine. Alors, est-ce qu'on peut imaginer que l'Europe ait encore des marges de manœuvre pour commencer à préparer, aujourd'hui on l'a compris, et se rendre donc demain à Washington et soutenir l'Ukraine? L'Europe va d'abord essayer de se coordonner parce que c'est vrai qu'elle est complètement marginalisée du processus de négociation. On rappelle qu'elle était absente de ce sommet en Alaska qui s'est tenu avec Donald Trump et Vladimir Poutine. Elle a tenté à un moment donné d'infléchir la position de Donald Trump avec plusieurs réunions. C'était mercredi en visioconférence, à la fois avec Volodymyr Zelensky, une deuxième fois ensuite avec Donald Trump. Là, elle va essayer au fond de prouver qu'elle n'est pas marginalisée dans ces négociations et qu'elle peut saisir cette opportunité justement d'essayer de peser davantage, notamment sur le sujet des garanties de sécurité. Parce qu'il s'agit là du continent européen et il n'y a que les Européens qui peuvent l'affirmer de manière aussi ferme et forte, qui pourront assurer des garanties de sécurité, certes avec l'aide américaine, mais pour l'Ukraine. C'est ce que réclame aussi Volodymyr Zelensky. Et d'ailleurs, hier, il y a eu une déclaration commune des Européens qui a insisté sur ce point-là en disant que la coalition des volontaires, donc cet ensemble d'États qui soutient l'Ukraine, la coalition des volontaires est prête justement à garantir la sécurité de l'Ukraine en cas d'accord de paix juste et de paix durable. Donc, première étape, coordination entre les leaders européens. Deuxième étape, effectivement, on l'a dit, ce sera lundi à Washington avec Volodymyr Zelensky, aussi pour le protéger, essayer de l'encadrer face à un Donald Trump qui va essayer de forcer la main à Volodymyr Zelensky de signer un accord de paix avec des conditions qui, bien sûr, ne sont pas pour l'instant réunies pour les Ukrainiens. Merci beaucoup, Anthony Lebos. On va partir à Kiev, retrouver notre correspondant Cyril Amourski pour essayer de comprendre ce que pensent justement les Ukrainiens de cette présence renforcée autour de Volodymyr Zelensky, de cette présence européenne qui plus est. Est-ce que ça les rend plutôt confiants ou au contraire inquiets ? Inquiets, pas forcément, mais de toute façon, les Ukrainiens ici n'attendent pas grand-chose, dans la mesure où ils ne savent pas vraiment à quoi cela va mener. Ils ne savent pas vraiment si le président américain va vouloir écouter qui que ce soit Volodymyr Zelensky ou bien les leaders européens. Mais ils considèrent que c'est une meilleure chose que cette fois-ci, le président ukrainien soit accompagné de leaders européens, de partenaires européens qui soutiennent activement l'Ukraine, que ce soit d'un point de vue humanitaire, que ce soit d'un point de vue financier ou d'un point de vue militaire. Et pour l'instant, lorsque je discute avec des Ukrainiens, lorsque je leur pose des questions à ce sujet, ce qu'ils me disent, c'est que c'est plutôt une bonne nouvelle, mais pour l'instant, ils ne s'attendent pas à grand-chose parce qu'en face, il y a Donald Trump. Il y a également cette autre question, Cyril, que pensent les Ukrainiens cette fois-ci sur le fond des conditions qui ont été avancées par la Russie pour mettre fin à cette guerre? Et je me permets aussi de rajouter par rapport à la question précédente qu'il reste la question de la participation des pays de l'Europe de l'Est. Pour l'instant, on n'a pas de confirmation de la participation de la Pologne ou par exemple des États baltes. Pour revenir à votre question par rapport au ressenti ukrainien concernant les conditions, évidemment, elles sont jugées comme inacceptables, que ce soit du point de vue du gouvernement ukrainien, que ce soit par la population ukrainienne. Il y a plusieurs lignes rouges. Il y a évidemment la question de la cession du Donbass entier, donc également des territoires qui sont sous contrôle ukrainien à la Russie, ce qui serait complètement à l'encontre de la constitution ukrainienne. Il y a également la question du statut de langue officielle de la langue russe en Ukraine, et il y a la question du rétablissement du statut officiel également de l'Église orthodoxe russe en Ukraine. C'est des questions qui touchent directement à la souveraineté ukrainienne et à la question de la politique intérieure ukrainienne. Et ici, les Ukrainiens sont catégoriques. C'est absolument inacceptable. Ce n'est pas possible que l'Ukraine accepte de telles conditions, surtout dans le cadre où c'est la Russie qui est l'agresseur, et ce n'est pas à la Russie de dicter quoi que ce soit, et ce n'est pas à l'Ukraine de mettre ce n'est pas sur l'Ukraine, que le président américain devrait mettre la pression, mais bien sur la Russie qui refuse un cessez-le-feu et qui refuse de mettre un terme à la guerre. C'est le point de vue des Ukrainiens aujourd'hui ici.
Merci beaucoup Cyril Amourski à Kiev pour BFM TV. Je vous présente ceux qui vont nous accompagner jusqu'à cette réunion, en tout cas cette rencontre et cette conférence de presse qui sera à suivre d'ici une vingtaine de minutes entre Ursula von der Leyen qui accompagnera Volodymyr Zelensky demain à Washington et Volodymyr Zelensky lui-même. Tous les deux sont à Bruxelles. Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine, et Masha Kondakova sont avec nous, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Bonjour. Bonjour. À tous les deux. Première question peut-être pour vous, Masha, justement cette garde rapprochée, j'allais dire, qui va accompagner le président ukrainien qui la dernière fois s'était rendu tout seul à la Maison-Blanche. Oui. Est-ce que ça a quelque chose de rassurant face peut-être à ce qui s'est dit en coulisses lors du sommet en Alaska, en Anchorage, vendredi, entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Rien ne peut être assurant face à M. Trump, sauf que nos alliés montrent la volonté et le soutien considérable. Nos alliés, je parle de la coalition de volontaires, et bien sûr, la candidature aux plusieurs personnalités, des leaders de plusieurs pays européens seront présents à côté de M. Zelensky, ce que je pense que c'est indispensable pour tenir le mood, l'ambiance de conversation, parce que vous vous souvenez comment ça s'est passé le 28 février dernier. Mais je dois vous rassurer que M. Zelensky aussi s'est préparé, parce que vous voyez qu'on apprend vite et on se modifie selon les actualités, comme à la ligne de front, mais aussi au niveau de géopolitique. J'ai lu dans le Politico comme quoi il est probable que le président finlandais Alexandre Stubb, merci, serait... c'est ça, il a confirmé sa présence également. Ah, ça y est, il est déjà confirmé. Oui, et Mark Rutte aussi, général secrétaire de l'OTAN. Il y sera aussi. Magnifique, c'est très important, évidemment. Très important parce que pas seulement... l'émotion, le niveau d'émotion aujourd'hui pour les Ukrainiennes et j'imagine pour la diplomatie ukrainienne est très très élevé. C'est chaud, on ne dort pas, on essaie de imaginer quelle est la solution pour arrêter la guerre, bien sûr, parce que les Ukrainiens veulent la paix. Et les Ukrainiens n'ont jamais attaqué personne. C'est la Russie qui est agresseur. Je rappelle cela parce que, désolé, avec Trump, toute l'histoire, c'est... Le narratif peut changer et c'est vrai qu'on peut encore avoir des doutes en entendant les dernières prises de parole du président américain. Jacques Faure, il y a donc, on le rappelle, ces présences qui sont confirmées pour demain. On a la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen. On a le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, donc, qui sera présent. Et du côté des dirigeants européens, on a Friedrich Merz, donc pour l'Allemagne, le président finlandais Alexander Stubb, le président français Emmanuel Macron, la présidente du Conseil italien Giorgia Meloni et le Premier ministre Keir Starmer. Pour l'instant, c'est le tableau qu'on a donc des personnalités européennes qui vont apporter leur soutien demain, qui vont essayer aussi de faire infléchir le programme qui était prévu de cette rencontre, on imagine. Alors c'est d'abord un tableau important. Il est important que le président Zelensky n'arrive pas seul à Washington, en ayant en mémoire le souvenir du guet-apens dans lequel Vance et Trump l'ont fait tomber le 28 février, c'était honteux. Le Kyiv Independent d'hier titrait en gros sur la réunion d'Alaska, c'était une réunion honteuse et inutile, c'est tout à fait vrai. Et je reviens sur ce qu'a très bien dit votre correspondant, M. Amourski, que je salue là depuis Kiev. Les Russes remettent encore la musique sur le statut de la langue. Il faut arrêter avec ce mensonge. Depuis 1988, à la veille de l'effondrement de l'Union soviétique, Moscou a admis que dans les 14 républiques anciennement socialistes soviétiques qui devenaient indépendantes, la langue administrative serait la langue de la nation. Ils l'ont admis pour l'Ukraine, ils l'ont admis pour le Kazakhstan, l'Ouzbékistan, etc., etc. Ils vont pas recommencer. Et d'ailleurs, je rappelle que à Moscou, la seule langue administrative dans un pays qui contient quand même 85 langues et dialectes différentes, c'est le russe. Donc c'est normal partout. De même, deuxième mensonge qu'il faut arrêter de populariser, le mensonge de la propagande russe, le statut de l'Église orthodoxe en Ukraine. Elle existe, l'Église orthodoxe. Il y en a 3. Il y a le patriarcat de Moscou, il y a l'Église autocéphale, patriarcat de Kiev, et il y a une petite église orthodoxe ukrainienne aussi. Bon, le Kirill, le patriarche de l'église de Moscou, a dit dans une réunion orthodoxe, et ça m'a été rapporté par des témoins, que
en Ukraine, c'est pas les paroissiens qui l'intéressaient parce qu'il en a peu, mais c'est l'immobilier parce qu'il est propriétaire d'énormément de paroisses. Voilà, faut arrêter. Tout ça, ce sont les conditions qui ont été donc mises sur la table par la Russie. Est-ce que justement aujourd'hui, ces diverses réunions européennes vont permettre de mettre un plan justement de contre-attaque par rapport à tout ça? Vous y croyez? Sur ces deux points anecdotiques, il faut arrêter de populariser les mensonges russes. Il n'y a pas de problème de langue et il n'y a pas de problème d'église. Donc ça, ce sera vite évacué. Bon, voilà. Alors, les Européens, c'est bien, ils se sont réveillés tardivement vis-à-vis de Poutine, mais c'est bien qu'il l'ait fait. Maintenant, il y a une nouvelle très importante réunion de coordination que M. Macron va lancer en visioconférence à 15h. Et c'est très important, d'abord, que le président ukrainien soit maintenant à Bruxelles avec la présidente de la Commission, que M. Stubb, qui est aussi le président, vous savez, de ce système européen de présidence tournante de 6 mois, c'est la Finlande actuellement. Donc tout ça montre que les institutions européennes fonctionnent selon leurs procédures. On peut les critiquer en disant c'est long, c'est difficile, mais ça donne toujours des bons résultats de sortie de crise. Il faut espérer que ça sera le cas à Washington. Vous vouliez ajouter quelque chose? Je termine, dernier point. Monsieur Trump, il sera peut-être un peu vexé de voir cette forte délégation européenne, et j'inclus l'Ukraine dans la délégation européenne. L'Ukraine est un pays européen qui veut vivre comme nous vivons dans l'Union européenne, et c'est bien légitime, il faut bien le comprendre. Mais monsieur Trump, il verra aussi qu'il n'a que des alliés et des clients des États-Unis. Donc il n'a aucun intérêt à les braquer. Il aura plutôt intérêt à les écouter. C'est bien, parce que comme Trump l'a dit, il voudrait voir les yeux dans les yeux avec M. Poutine. Maintenant, il y aura les belles rencontres avec les leaders de l'Europe. Et c'est très important. C'est un moment historique qu'on vit. Vous voyez que tout se passe très vite. Ça se bascule. Oui, c'est vrai que c'est Trump qui a tout fait ce tournement. Mais par contre, j'ai une pensée. J'ai l'impression que c'est Poutine qui utilise Trump en tant que porte-parole. Et je suis complètement d'accord avec vous, monsieur l'ambassadeur, que rajouter les couches pour créer le conflit et non acceptable, pour rendre le contrat ou l'accord non acceptable en rajoutant la langue russe comme officielle, l'église russe, présence qui... C'est une stratégie pour inverser la faute et ensuite l'attribuer à l'Ukraine si le deal ne se fait pas. Vous avez raison, parce que Poutine ne cesse pas chercher le temps. Parce que même maintenant, à la ligne de front, il y a des images qui circulent. Les Ukrainiens ont repris les positions, ils ont nettoyé ce percé à côté de Pokrovsk. Et il y a plein de prisonniers, d'ailleurs, russes qui ont été pris par les Ukrainiens. On va regarder, justement, on évoquait ce contexte dans lequel se tiendra cette réunion donc demain, avec un Volodymyr Zelensky très accompagné et qui contraste donc drastiquement avec le 28 février, on l'évoquait. On vous propose de regarder cette séquence à nouveau pour bien voir ce qu'il s'était passé. Vous n'êtes pas en bonne posture. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Avec nous, vous commencez à les avoir. Je ne joue pas aux cartes. Si, vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est vraiment irrespectueux pour ce pays, qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû. Avez-vous déjà dit merci? Plein de fois. Non, de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie faire campagne pour l'opposition en octobre. Exprimer quelques mots de reconnaissance pour les États-Unis et le président qui essaye de sauver votre pays. Alors J.D. Vance qui sera de la partie encore lors de cette réunion à Washington demain. Jacques Faure, j'allais dire pour peut-être calmer le jeu. Cette fois-ci, Zelensky vient donc avec des dirigeants européens et notamment, je pense à Giorgia Meloni, qui est plutôt proche et plutôt favorable au discours de Donald Trump sur différents sujets. Ça peut être un bon atout, ce genre de personnage? Écoutez, oui, parce que Trump doit quand même se souvenir que des principales bases américaines de l'OTAN en Europe se trouvent sur le territoire italien, comme les autres sont sur le territoire allemand. Donc, c'est pas négligeable pour les États-Unis, surtout au moment où Trump s'imagine, enfin non pas s'imagine, il est lancé dans une politique mondiale qui l'amène à nous dire que le vrai danger, c'est la Chine. Je suis pas sûr à cet égard, pour se positionner bien pour lutter contre la Chine éventuellement, que sa remarque d'hier, les deux grandes puissances mondiales s'entendent, c'est bien, les États-Unis sont numéro 1 et la Russie numéro 2, ou est-ce qu'il a rêvé que la Russie était puissance mondiale numéro 2, avec un PIB qui est à peine celui de l'Espagne ou de l'Italie,
Tout ce que la Russie a, c'est son arsenal nucléaire, mais pour le reste, c'est un pays qui ralentit, une économie qui est en récession et une population qui est aussi fatiguée de la guerre, même si elle n'a pas le droit de s'exprimer. Justement, il flatte quelque part Vladimir Poutine, qui d'ailleurs, lui, il est rentré à Moscou, il a déjà tenu une conférence de presse. Pour lui, cette rencontre en Alaska, c'était un succès, il le fait savoir d'ailleurs aisément. Justement, que peut dire l'Europe là? Que peut dire l'Europe et Zelensky demain? Qu'est-ce qu'ils vont mettre sur la table pour éviter d'être confrontés, d'être dos au mur à un accord déjà préétabli entre Donald Trump et Vladimir Poutine? Quels sont les arguments et les armes en leur possession? Bonne question. Je ne suis pas politicienne ou diplomate pour répondre à cette question, mais à mon avis, tout de suite, ça doit être quelque chose autour de l'économie, des échanges, de business. Tout ce qui est cessez-le-feu, tout on oublie ça. Eux, ils l'ont oublié déjà, Donald Trump et Vladimir Poutine. Vous savez, oui, exactement, ça se passe très vite et c'est pour ça qu'il faut être très vigilant. Et à mon avis, la coalition des volontaires ont déjà préparé un plan. Qu'est-ce qu'ils pourraient proposer pour séduire M. Trump? Parce que vous vous souvenez l'appel qui était 2 jours avant le sommet en Alaska, après lequel Trump a dit que M. Macron, il est sorti après cet appel et il a annoncé que les Américains, avec les leaders de l'Europe, seront ensemble en garantie pour la sécurité de l'Ukraine. Les sécurités pour la suite, c'est après le cessez-le-feu. Aujourd'hui, Poutine a trop entouré Trump en disant que tu n'as pas besoin de cessez-le-feu, ce n'est que les je sais pas quoi. Maintenant, il faut traiter la paix. Et c'est pour ça qu'il y a le danger que pendant ces négociations, pendant ces conversations, Poutine peut envoyer énormément de dégâts, faire des dégâts pour les Ukrainiens. Ça, c'est un danger. Qu'est-ce qu'il peut proposer d'autre? Les sanctions, bien sûr, pour les Russies, qui pourraient renforcer à nouveau le business à nouveau de Trump, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est un homme d'affaires qui d'ailleurs a eu beaucoup de faillites. Donc ici, et aussi, en dernière chose, il faut être très intelligent. Je ne sais pas quel est l'atout vraiment de notre politique européenne pour vraiment mettre Trump de notre côté. À mon avis, c'est ce qu'elle peut proposer, que détacher la Chine de la Russie. Et ça, on pourrait, à mon avis, ça pourrait être quelque chose qui pourrait être acceptable pour Trump. Jacques Faure, justement, quand on essaie de mesurer un peu les forces en présence qui se préparent aujourd'hui et qui seront face à face demain, on a déjà un petit peu la cartographie de ce qui concerne le côté européen plus OTAN. En face, on sait donc qu'il y aura le président américain J.D. Vance. Il va forcément y avoir plus de monde pour ne serait-ce que faire la comparaison dans ce bureau ovale qui va être très rempli. Qui on peut imaginer d'autres du côté américain? Écoutez, c'est Trump qui décidera s'il veut son secrétaire aux affaires étrangères, M. Rubio, s'il veut aussi son secrétaire à la défense, M. Exet, et d'autres peut-être. Est-ce qu'il aura son compagnon de golf et principal négociateur, M. Vitchkov? C'est pas impossible. Il était là pour la réception de Poutine. Donc, je pense pas que Trump voudra trop de monde du côté américain à ses côtés. Peut-être Vitchkov et peut-être Rubio. On verra après. Par contre, les Européens, ils vont devoir jouer intelligemment. Je pense qu'ils seront capables de le faire. Mais il faut d'abord rappeler, sans le vexer, à M. Trump, que Poutine ment constamment. Et ça, c'est très bien que le président de la République française, dans un de ses derniers communiqués, l'ait déjà dit. Alors, il faut le rappeler, mais pas donner à Trump l'impression qu'on le prend pour le naïf qui se fait rouler à chaque rencontre. Pourtant, lui-même, Donald Trump disait qu'il avait été déçu quelques jours encore avant ce sommet en Alaska par le président Poutine, en disant que lui-même... Mais vous avez constaté, comme nous tous, combien l'expression de Trump varie de jour en jour. Exactement. Avant la rencontre, donc on peut espérer qu'elle varie dans le bon sens également. Il menaçait de sanctions, puis de conséquences économiques graves. La Russie, si celle-ci n'acceptait pas un cessez-le-feu, maintenant il a oublié le cessez-le-feu, il va directement à la négociation d'un accord de paix, il a repris le discours et la position de Mais justement, Poutine. Cette versatilité, ça peut peut-être faire espérer que lundi, demain, on puisse également, du côté européen, le faire changer, en tout cas lui faire prendre conscience de certaines choses. Ce que Trump regarde d'abord et avant tout, c'est quand même les États-Unis d'Amérique et son opinion publique. Alors, ça l'empêche pas de dormir tranquille que la presse écrite américaine et les radios-télévisions soient massivement hostiles à ce qu'il a fait. Il y a une couverture de presse qui est absolument accablante pour Trump. C'était honteux et inutile. Voilà comment on peut résumer. Par contre, ce qui doit le toucher, c'est que pour la première fois, hier, Fox News
a quand même lâché que ce sommet d'Alaska n'a donné aucun résultat. Ça doit quand même le faire réfléchir parce que c'est son électorat, c'est son média favori. Bon, et les Européens devront lui confirmer qu'il n'a pas eu de grands résultats, mais il faut surtout le faire de manière habile sans le vexer. Et il faut lui rappeler que nous sommes là parce que nous sommes les alliés des États-Unis d'Amérique, et ça c'est quand même vrai, et pour tout le monde, même pour la France du général de Gaulle qui avait des problèmes avec les États-Unis, mais souvenons-nous qu'au moment de la crise de Cuba en 61-62, le seul dirigeant occidental qui, à l'époque, était écrit au président Kennedy « Monsieur le Président, si vous estimez que la sortie de crise sera l'affrontement avec l'Union soviétique, la France sera à vos côtés. » Il ne faut pas oublier ça. Donc, on est des alliés, on est des partenaires, on est des clients. Et c'est comme ça qu'il faut se présenter quand demain. Même, et ça, les Européens et M. Zelensky le rappelleront, je pense, on défend les mêmes valeurs, quoi qu'on dise M. Vance. Oui, de toute façon, je pense qu'il faut des arguments fermes. Et il faut deux choses. Il ne faut pas oublier que M. Trump n'aime pas l'Europe, l'Union européenne. Il a même s'exprimé en disant que ça a été créé pour faire du mal aux États-Unis. Et encore, vous êtes poli. Faire du mal. Oui, il a utilisé un mot beaucoup plus vulgaire. Moi, pardon, je n'utilise pas ce mot. Mais peut-être, je me suis dit, qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Offrir-lui le prix Nobel pour qu'il se calme et il nous laisse gérer à nous-mêmes. Mais c'est une blague, excusez-moi. Je comprends que ce n'est pas la solution. D'ailleurs, ça c'est très intéressant que vous signifiez que la presse, on n'a pas seulement nos alliés de coalition européenne, je parle nous autant que franco-ukrainienne, Ukraine, mais aussi la presse américaine qui essaie de ramener à la réalité de ce qu'il venait de faire. C'est vénère. Même vous savez, Schwarzenegger, il s'est exprimé sur les réseaux sociaux. Pour dire que c'était fanboy il a attendu qu'il va demander faire un selfie avec Poutine à un moment. Donc c'est vrai qu'encore une fois, à mon avis, c'est Poutine qui utilise Trump en tant que porte-parole pour tout ce qu'il voudrait atteindre avec l'Ukraine. Il rajoute les couches qui sont inacceptables pour les Ukrainiens. Mais à mon avis, grâce à cette délégation solide et expérimentée, on pourrait vraiment enlever toutes ces petites poussières qui nous enlèvent les questions ferme sur l'essentiel, ça veut dire l'avenir de sécurité européenne et de l'Ukraine. 14h26 sur BFM TV, on attend d'une minute à l'autre, d'ici 5 minutes selon l'agenda qui est annoncé, cette conférence de presse commune entre Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission européenne, et Volodymyr Zelensky. Tous les deux seront dans le bureau ovale demain à la Maison-Blanche. J'aimerais qu'on revienne d'abord sur ce qui s'est dit brièvement dans cette conférence de presse aux aires d'allocution à l'issue du sommet à Anchorage vendredi, ce qu'a dit notamment Vladimir Poutine. Regardez, on vous a sorti une petite citation qui va pas tarder à apparaître à l'écran. Nous espérons que Kiev et les capitales européennes percevront cela, donc la discussion, l'échange entre Donald Trump et Vladimir Poutine, de manière constructive et qu'elles ne nous mettront pas de bâton dans les roues. Aujourd'hui, on a une Union européenne, on a des capitales européennes, des dirigeants européens qui s'allient encore un peu plus et qui vont jusqu'à accompagner Volodymyr Zelensky à la Maison-Blanche. Est-ce que ça, Vladimir Poutine l'avait prévu, à votre avis, Jacques, ou est-ce qu'il se dit, ils sont en train de me mettre des bâtons dans les roues? Qu'il l'ait prévu sûrement, et il le redoutait très probablement, et il va essayer d'agir encore pour ne pas laisser persister et aboutir ce front européen et ukrainien qui est maintenant renforcé. C'est ça. Mais en même temps, il n'y croit pas trop à tout ça. Il a fait dire à son principal conseiller, M. Ushakov, qu'il a déclaré hier à l'agence TASS, que le projet de réunion à 3, Trump, Poutine, Zelensky, auquel apparemment M. Trump avait l'air de tenir, n'avait même pas été évoqué pendant les discussions en Alaska. Alors, pour lui, rien n'est changé, ses objectifs restent les mêmes, détruire l'Ukraine, avoir en l'Ukraine un pays à souveraineté limitée à sa botte, et ne pas avoir ni les Européens ni l'OTAN, ne pas les voir renforcer leur position en Europe. Il n'a pas changé. On rappelle donc la guerre continue.
On rappelle que le programme d'ici cette rencontre donc de demain, aujourd'hui, d'ici quelques petites minutes, donc on attend cette prise de parole de la présidente de la Commission européenne et du président ukrainien, qui sera suivie ensuite par cette visioconférence des alliés de la coalition des volontaires, donc pour mettre en place ce plan de riposte à présenter donc demain aux États-Unis dans le bureau ovale à Washington. Ça, c'est le programme. Ils participeront donc à cette réunion autour de Volodymyr Zelensky, Ursula von der Leyen, on l'a dit. Il y aura également le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, le chancelier Merz pour l'Allemagne, le président Stubb pour la Finlande, le président donc Macron pour la France, la présidente du Conseil italien, Giorgia Meloni, ou encore le Premier ministre Keir Starmer. Donc une grosse délégation européenne mobilisée, donc on le sait depuis longtemps déjà, mais là qui va faire le déplacement avec le président ukrainien pour effacer l'affront du 28 février et surtout pour essayer d'inverser la vapeur par rapport à ce qui s'est joué en Alaska vendredi, avec notamment ce changement de positionnement. Au départ, c'était un cessez-le-feu que le président américain voulait arriver donc à signer, trouver un accord. Et maintenant, on s'oriente plutôt vers un traité de paix. Donc tout ça, ce sera à suivre et à décrypter au fur et à mesure des heures qui viennent d'ici lundi. 14h30 sur BFM TV, vous voyez tous nos reporters qui sont prêts, mobilisés sur le terrain. Si vous venez de nous rejoindre, nous sommes en édition spéciale avant cette réunion de la coalition des volontaires, cette conférence de presse commune à Bruxelles entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky. Nous serons dans les prochaines minutes avec Nicolas Coadou qui est toujours sur le terrain en Ukraine. Nous serons au fort de Brégançon, devant en tout cas, avec Ugo Capelli avant cette visio à laquelle va participer Emmanuel Macron avant de s'envoler en direction de Washington. Nous serons aussi à Bruxelles où tout se joue avec Michael Denut et puis Jean-Didier Revoin, notre correspondant qui nous attend du côté de Moscou pour décrypter justement ces informations qui nous arrivent de façon très détaillée depuis maintenant quelques heures. On a un programme de plus en plus complet sur ce qui va se jouer demain dans le bureau ovale avec Donald Trump. Et on prend la direction de Bruxelles justement pour retrouver notre correspondant Michael Denut. Bonjour Michael. Avec donc cette prise de parole dans les minutes qui viennent de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, aux côtés du président ukrainien, donc Volodymyr Zelensky, qui seront ensemble parmi d'autres dirigeants européens demain à la Maison-Blanche. Oui, réunion très importante pour les Européens cet après-midi. Il s'agit d'accorder les violons, de se montrer unis avant la réunion de demain, vous l'avez dit, à Washington. Alors, Volodymyr Zelensky est ici cet après-midi pour participer à cette visioconférence des alliés en Europe, visioconférence avec aussi la présidente de la Commission européenne, qui sera d'ailleurs demain avec une large délégation européenne de voyage, direction les États-Unis. Il s'agit de se montrer unis et la coalition des volontaires veut donc trouver des arguments en vue de décrocher un cessez-le-feu qui manque toujours, on le sait bien sûr. Pour l'Europe, c'est aussi un moment important parce que c'est quelque part sa crédibilité qui est en jeu, elle qui avait été longtemps écartée finalement des discussions. Sans doute aussi le moment pour définir son avenir et tenter de décrocher des garanties de sécurité pour l'avenir de l'Europe. On devrait donc en savoir plus d'ici quelques minutes. Michael Denut à Bruxelles pour BFM TV, avec nous toujours en plateau Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine, Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne. Jacques, Donald Trump dans cette histoire, en tout cas dans les minutes où on se parle, il a un peu, passez-moi l'expression, les fesses entre deux chaises. D'un côté, Vladimir Poutine, avec qui ça s'est très bien passé vendredi à Anchorage, et l'Union européenne dans tous les sens du terme, et qui est en train de se former et qui va débarquer demain dans son bureau à la Maison-Blanche. Il est plus dans quel camp là aujourd'hui, Donald Trump, si on devrait le situer ? Bon, écoutez, c'est toujours un personnage difficile en négociation. Le faire changer d'avis doit être vraiment un travail constant et dur, je pense. Je répète, il serait absolument nuisible de le braquer en lui disant « vous avez tout faux » et on ne lui dira certainement pas cela. Au contraire, on va essayer de le flatter en lui disant « vous avez tenté ». Ça n'a pas marché, mais c'est peut-être pas votre faute, et on est là pour vous aider pour que ça marche. Mais pour que ça marche, il faut pas sacrifier l'Ukraine, et il faut prendre en compte les intérêts non seulement ukrainiens, mais européens.
Ne pas sacrifier l'Ukraine, justement, vous le disiez. On va regarder ce qui est proposé. Vous avez évoqué déjà tout à l'heure certains des termes, des conditions russes à cet accord. On va voir également cette carte qui nous montre les régions qui sont convoitées par la Russie. On le voit sur cette carte-là, les régions déjà qui sont occupées en rouge sur l'est donc de l'Ukraine. Oui. Et puis celles qui sont convoitées, donc on le voit, c'est la région de Lugansk, de Donetsk, de Zaporizhzhia, de Kherson, en plus donc de celle de la Crimée qui est déjà occupée. Ce qui est terrible, c'est que Poutine réclame qu'on lui cède Donbass, dont énorme partie à côté de Donetsk Oblast, vous le voyez, marron avec la frontière jeune, parce que là-bas, les positions depuis 2014 sont très très fortifiées de côté ukrainien. Ça veut dire qu'il sait que son armée ne pourrait pas franchir ni demain ni après-demain. Vous voyez comment la guerre se passait ce dernier tome, et c'était que la Il y a quelques incursions russes, mais les Ukrainiens ont repris du terrain. Repris, oui, grâce d'ailleurs au corps de Azov et aussi 93e brigade d'assaut. Les gars sont très forts, en fait. Les Ukrainiens, vous pensiez qu'ils sont là-bas en train de fumer et attendre qu'est-ce que... Ils ne sont pas très nombreux, mais ils résistent ardemment. D'ailleurs, au niveau de équilibre, pour que vous sachiez, pour faire ce petit percé qui était repris par les Ukrainiens, il y avait à peu près 110 000 soldats russes à la frontière de Pokrovsk. 110 000, c'est énorme. En sachant qu'avant de l'invasion, il y avait 170 000 soldats qui ont commencé à attaquer la Russie en 2022. Mais ce qui est hallucinant, c'est que Poutine essaie au maximum de profiter de son liaison avec Trump. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans la voiture, ces 10 minutes de aéroport quand ils étaient tête à tête, sans les traductions, sans personne qui était autour, à part de chauffeur. D'ailleurs, le seul témoin, c'est le chauffeur qui pourrait nous dire s'il a écouté et entendu. Ce qui s'est passé véritablement entre eux, ils ont déjà divisé le monde. Est-ce que Poutine lui donnait les arguments que Trump voulait... Ou est-ce qu'il lui rassurait qu'aucun dossier sur l'ingérence de 2016, quand Trump... Vous savez, il y a plein de choses. Dans les dossiers politiques de l'Amérique, ça c'est... Je ne pense pas que même ça... Je pense que Poutine a trouvé les arguments pour dire que ce n'est que le caillou dans les chaussures, l'Ukraine, avec cette guerre, même presque, j'imagine qu'il a dit civile. Il est venu là-bas pour la libérer, que c'est la sécurité de la Russie est en jeu. D'ailleurs, ça s'est très bien dit que l'économie est en panne, que toutes les sanctions commencent à marcher. Mais qu'est-ce que... Je crois que les Européens ont la force et la conviction et les arguments pour retourner Trump de notre côté. C'est pour ça qu'il les appelait. C'est pas anodin que Trump a dit qu'il voudra que les représentants, les leaders de l'Europe viennent avec Zelensky à la Maison-Blanche. Donc je pense qu'il veut entendre quelque chose. Il y a quelque chose qu'on n'a pas encore dévoilé, mais ça va sortir certainement demain après cette rencontre. C'est vrai que personne ne sait ce qu'ils se sont dit dans la fameuse voiture blindée. Et puis, ni vraiment pendant la rencontre. Un peu plus pendant l'entretien, puisque Ushakov en parle un peu à la presse russe et à TASS. Mais bon, le marché qui semblait être sur la table. Poutine a réclamé Donetsk, oui, tout. Ce qu'il n'a pas. Son armée ne l'a pas. Et c'est un point de défense très fort de l'Ukraine. Non seulement il a réclamé ce point, mais il veut que l'armée ukrainienne soit retirée de là pour pouvoir envahir plus facilement. Et contre cela, il a vaguement agité la promesse d'accepter ou de discuter un gel sur la ligne de front, notamment autour des deux oblasts qu'il convoite mais qu'il ne contrôle pas du tout, Zaporizhzhia et Kherson. Oui, bon, alors, c'est donner quelque chose de solide et de vital pour la défense de l'Ukraine contre une promesse absolument vague et dont on sait ce que valent les promesses de Poutine, c'est-à-dire rien du tout. Donc ça, c'est inacceptable. Et les Européens devront, et je pense qu'ils vont essayer de le faire, après le président Zelensky, expliquer pourquoi c'est inacceptable. Et j'espère qu'ils auront de bons arguments convaincants. D'autre part,
On va avoir tout le temps d'en discuter. Je voudrais juste qu'on rejoigne priorité sur le terrain également à nos envoyés spéciaux avec Ugo Capelli qui est lui du côté du fort de Brégançon à Bormes-les-Mimosas où le président français donc va co-présider cette réunion de la coalition des volontaires hein, dans quelques instants aux alentours de 15h, visioconférence donc. Et il y a donc ces nouveaux noms qui ont été égrenés cet après-midi, des dirigeants européens qui vont accompagner Volodymyr Zelensky demain à Washington, dont le président français, Hugo. Oui, agenda très chargé, très international pour Emmanuel Macron. Ça commence dans une vingtaine de minutes pour Emmanuel Macron qui va donc co-présider la réunion de la coalition des volontaires. Il va le faire depuis le fort de Brégançon en visioconférence. Il y aura d'ailleurs une image au tout début de cette réunion qui sera diffusée à l'ensemble des médias. On rappelle ce que c'est cette coalition des volontaires. Ce sont les pays qui sont alliés à Volodymyr Zelensky, à l'Ukraine, des pays de l'Union européenne donc, qui vont participer, mais aussi il pourrait y avoir d'autres pays comme l'Australie ou encore le Canada. Les choses évoluent au fur et à mesure de la journée. À l'issue de cette réunion, Emmanuel Macron va prendre la parole. Les journalistes vont donc entrer au sein du fort de Brégançon dans quelques instants. C'est assez rare que les journalistes rentrent au fort. C'est dire à quel point le chef de l'État a besoin de s'exprimer et de montrer que les Européens sont impliqués sur les négociations qui ont lieu en ce moment concernant le conflit en Ukraine. C'est vrai que les sujets sont très nombreux à l'approche du sommet qui va donc avoir lieu demain entre Trump et Zelensky en présence donc de plusieurs dirigeants européens. On le rappelle, on l'a appris à la mi-journée, donc Emmanuel Macron qui partira du côté de Washington avec une délégation assez importante. L'un des sujets qui va être discuté notamment cet après-midi, ce sont les garanties de sécurité que les pays qui soutiennent l'Ukraine peuvent lui apporter, c'est-à-dire comment réussir à sécuriser l'Ukraine dans les prochaines années, qu'elle évite à nouveau une nouvelle invasion russe. Le chef de l'État qui donc s'exprimera avant de prendre la voiture en direction de la ville de Bormes-les-Mimosas, le centre-ville de Bormes-les-Mimosas, où il va prononcer un discours aux alentours de 19h pour commémorer l'anniversaire de la libération de cette commune qui se trouve donc dans le Var. Merci beaucoup Ugo Capelli. À Brégançon, on va rejoindre Laura Cambo qui est juste à côté de nous sur le plateau de BFM TV pour évoquer justement les dernières rencontres entre Donald Trump et Volodymyr Zelensky, des rencontres historiques et on se souvient de celle du mois de février, Laura. Oui, c'était une rencontre qui devait ouvrir la voie à la paix. Donald Trump et Volodymyr Zelensky pensaient parvenir à un accord sur les hydrocarbures et sur les minerais ukrainiens. Mais voilà, vous vous en souvenez, les échanges ont tourné à l'affrontement dans le bureau ovale devant les caméras du monde entier. Le vice-président américain J.D. Vance était aussi présent. On regarde la séquence. Vous n'êtes pas en bonne posture. Vous n'avez pas les cartes en main en ce moment. Avec nous, vous commencez à les avoir. Je ne joue pas aux cartes. Si, vous jouez aux cartes. Vous jouez aux cartes. Vous jouez avec les vies de millions de personnes. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Vous jouez avec la Troisième Guerre mondiale. Et ce que vous faites est vraiment irrespectueux pour ce pays, qui vous a soutenu bien plus que ce que beaucoup de gens disent qu'il aurait dû. Avez-vous déjà dit merci? Plein de fois. Non, de toute cette réunion, avez-vous dit merci? Vous êtes allé en Pennsylvanie faire campagne pour l'opposition en octobre, exprimer quelques mots de reconnaissance pour les États-Unis et le président qui essaye de sauver votre pays. Et puis après cette altercation, Volodymyr Zelensky a quitté très précipitamment la Maison-Blanche. Pas de poignée de main ni d'accord. Conférence de presse annulée. Zelensky n'aura qu'à revenir quand il sera prêt pour la paix, a dit Donald Trump dans un communiqué. On pensait que cet incroyable événement diplomatique signerait la fin du soutien américain à l'Ukraine. Et puis Laura, les tensions se sont un petit peu apaisées à Rome en marge de la mort du pape. Oui, c'était l'autre conclave, le 26 avril, le premier tête-à-tête entre les deux hommes depuis leur altercation, avec une image très puissante. On la voit à la basilique Saint-Pierre, les deux hommes assis sur des fauteuils rouges. L'échange qui a duré une quinzaine de minutes. Alors que se sont-ils dit? Les communiqués sont restés très vagues, mais les deux présidents se sont montrés enthousiastes. Zelensky a parlé d'une réunion symbolique qui pouvait devenir historique. Inflexion surtout du côté de Donald Trump, puisqu'après des frappes russes, il a lâché sur son réseau social cette phrase: Poutine n'avait aucune raison de tirer des missiles sur des zones civiles, des villes et des villages ces derniers jours. Cela me fait penser que peut-être il ne veut pas arrêter la guerre et qu'il me balade. Laura, le contexte désormais, il est bien différent.
Oui, car demain, nous serons seulement quelques jours après cette rencontre Trump-Poutine et le réchauffement des relations entre Washington et Moscou. En parallèle, vous le savez, la Russie qui confirme ses avancées territoriales. Volodymyr Zelensky va donc se retrouver dans une position très délicate à la Maison-Blanche, là où même on l'a vu, il avait été humilié en février, alors que Kiev a plus besoin que jamais du soutien américain. Il y a donc une différence de taille, on l'a bien compris. Cette fois-ci, Volodymyr Zelensky ne sera pas seul, il sera entouré de dirigeants européens. Merci Laura Cambo pour ces rappels historiques nécessaires pour mettre tout ce contexte en mémoire et donc se préfigurer ce qui pourrait arriver demain et comment peut-être la Russie aussi perçoit cette rencontre demain. C'est ce qu'on va demander à Jean-Didier Revoin. Vous êtes notre correspondant à Moscou. Jean-Didier, ce coup de force des Européens qui seront donc présents en nombre aux côtés de Volodymyr Zelensky, qu'en pense la Russie ? Écoutez, elle prend acte de la chose dans la mesure où depuis maintenant 3 ans que des combats opposent Russes et Ukrainiens, on n'a jamais vu Vladimir Poutine flancher ou reculer sur ses positions. Dès le début du conflit, il a présenté les conditions auxquelles il serait disposé à arrêter les combats et sur ce point, il n'a pas changé. Le sommet d'Anchorage l'a encore montré. Visiblement, il n'a pas renoncé à l'obtention des territoires qu'il a annexé. Il semble donc rester inflexible. Et puis, vous l'avez dit aussi, lors de sa prise de parole à Anchorage samedi, il a indiqué qu'il espérait que Kiev et ses alliés ne mettraient pas de bâton dans les roues à l'accord intervenu entre lui-même et Donald Trump. Mais ce qu'on peut se dire aussi, c'est que à partir de ce sommet à Anchorage, où les alliés de Kiev, que ce soit Washington et les Européens, étaient un ordre un peu dispersé, grâce à ce sommet, grâce à ses revendications maximalistes, Vladimir Poutine a réussi à fédérer d'une part Donald Trump, d'une part les pays européens pour défendre Kiev, ce qui veut bien dire qu'on rentre dans un processus de négociation qui jusque-là n'était impensable. Alors quelles seront les réactions, quelles seront les revendications? Difficile de le dire pour l'instant, mais le point positif pour la Russie, c'est qu'un véritable processus de négociation impliquant et Washington et Kiev et ses alliés européens semble se mettre en marche. On voit que les combats ont fait rage ces derniers jours. On voit que la Russie essaie de maximiser, comme toujours, ses intérêts avant d'entrer dans le dur de négociation qui pourrait intervenir dans les jours qui viennent. Revoin à Moscou pour BFM TV alors qu'on attend toujours cette conférence de presse commune à 14h45, conférence imminente entre Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky. Je vous propose d'aller sur le terrain en Ukraine où se trouve notre envoyé spécial Nicolas Coadou du côté de Dnipro. La guerre continue pendant ce temps-là, Nicolas. L'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine avec 60 drones la nuit dernière. Oui, 60 drones et un missile qui ont été envoyés sur l'Ukraine rien que cette nuit. Et c'est finalement un nombre de drones qu'on retrouve à peu près chaque nuit depuis maintenant 3 ans, avec une accélération des attaques sur le champ de bataille également. Alors si on regarde un petit peu avec précision ces drones qui ont été envoyés, l'objectif c'est de tenter de saturer les défenses antiaériennes ukrainiennes pour faire le plus de dégâts possible. 40 sur 60 ont été interceptés par la défense antiaérienne ukrainienne, mais 20 ont fait des dégâts considérables dans différentes régions d'Ukraine. Si on regarde la ligne de front, votre correspondant à Moscou l'a brièvement évoqué, il y a également une intensification des combats et des assauts russes sur plusieurs zones du front, notamment dans la région de Liman, dans le Donbass également, dans la région d'Oleksandrivka. Vous le savez, le Donbass, on en parle beaucoup ces temps-ci puisque c'est un souhait de la part de Vladimir Poutine que l'Ukraine cède cette région-là. Volodymyr Zelensky avait d'ailleurs averti ses partenaires européens en disant attention, dans les prochains jours, Vladimir Poutine va intensifier ses attaques pour tenter d'être dans une meilleure position pour négocier le Donbass notamment. C'est exactement ce qu'on voit sur le terrain militaire. Et hier, au moment où je vous parle, on est à Dnipro et vous entendez une alerte antiaérienne qui vient de sonner. Preuve qu'il n'y a aucune pause dans les bombardements menés sans cesse depuis maintenant 3 ans par la Russie. Nicolas Coadou, allez vite vous mettre à l'abri avec Théo Touchet, donc en direct de Dnipro. Merci pour ce duplex. Romain Mielcarré qui est également avec nous en plateau. Vous êtes journaliste défense, BFM TV, auteur des Moujik, la France dans les griffes des espions russes aux éditions de Noël. Pour rebondir sur ce que notre envoyé spécial à Dnipro nous a dit, on va voir cette carte pour qu'on fasse bien le point sur ce qui va être mis sur la table demain, très concrètement, concernant ces concessions territoriales, ces cessions territoriales de l'Ukraine à la Russie. C'est en tout cas ce qui a été peut-être
discuté entre Trump et Poutine vendredi. Ça pourrait changer peut-être avec la présence européenne demain ? Les Européens, en fait, ils vont surtout être là pour appuyer les demandes de Volodymyr Zelensky pour qu'il ne se retrouve pas seul avec son pays fragilisé, son armée fragilisée, face aux demandes de Donald Trump, pour être capable aussi de lui apporter des garanties. Sur la carte qu'on voit, en fait, il y a 3 problématiques en termes militaires un petit peu différentes. Il y a une partie qu'on voit pas bien là dans le nord du pays où il y a deux villes en particulier, Kharkiv et Soumy, qui sont des territoires ukrainiens, mais qui font l'objet depuis quelques semaines d'une avancée des Russes qui bombardent régulièrement ces villes-là et qui cherchent en fait à éloigner les Ukrainiens au maximum de leurs frontières pour que les Ukrainiens et leurs alliés ne puissent plus faire des infiltrations sur le territoire russe. Et c'est ça que les Russes se proposent de donner, de rendre, plutôt en échange de l'ensemble du Donbass, donc Louhansk et Donetsk qu'on voit ici à l'extrême est du pays. Donc c'est 2 régions complètes, c'est 2 oblasts complets contre 2 localités. Alors, ce sont 2 oblasts complets. En réalité, l'oblast de Louhansk, il est quasiment intégralement contrôlé par les Russes. Il y a juste encore quelques petites poches de territoire, mais on est de l'ordre de 99% contrôlé par les Russes. Donetsk, on est plutôt aux alentours des 3/4. Et ce serait effectivement très intéressant pour les Russes de pouvoir le récupérer par la négociation, par la diplomatie, parce que Donetsk, c'est la zone la plus retranchée, la mieux défendue du dispositif ukrainien. C'est une partie du pays qui a été militarisée massivement depuis le début de la guerre civile en 2014. Et donc, c'est un ensemble de places fortes, de lieux de retranchement, etc., qui font que c'est l'idéal à défendre militairement. Les Russes, depuis le début de l'année, avancent régulièrement, ils grignotent du terrain, mais ces places fortes-là, lorsqu'ils vont arriver même à les approcher en première ligne, ça sera des points qui seront extrêmement difficiles à prendre. Donc s'ils peuvent l'avoir juste en négociant, ce sera évidemment un gain sur le plan stratégique qui sera très intéressant. Et enfin, je fais rapidement, il y a une dernière partie du pays qu'il faut surveiller et qu'on regarde assez peu. C'est donc le sud avec Zaporijjia et Kherson. Ces 2 oblasts-là, pareil, ils sont contrôlés à peu près aux 3/4 par les Russes. Et les Russes ont proposé de geler la ligne de front. Eux revendiquent aujourd'hui l'ensemble de ces 2 régions-là. Ils estiment que tout le territoire doit leur appartenir. C'est une zone qui est... Priorité au direct sur BFM TV. La conférence de presse entre Volodymyr Zelensky et Ursula von der Leyen va commencer à Bruxelles. La présidente de la Commission, Ursula von der Leyen, et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Bienvenue de nouveau à Bruxelles. Je suis ravi d'être ici avec vous aujourd'hui pour une réunion bilatérale que nous avons eue, mais également la visioconférence de la coalition des volontaires. Je suis également contente de vous accompagner demain à la réunion à la Maison-Blanche avec le président américain. Depuis le début de l'invasion brutale de la Russie, l'Europe a soutenu l'Ukraine et nous allons continuer à le faire pour obtenir une paix juste et durable que nous obtiendrons par la force. Alors, quels sont les premiers points? Il faut des garanties de sécurité qui protégeront l'Ukraine et les intérêts de sécurité de l'Europe. L'Ukraine doit pouvoir protéger sa souveraineté et son intégrité territoriale. Il ne peut y avoir de limitation de l'armée ukrainienne, que ce soit en matière de soutien à l'Ukraine ou autre. L'Ukraine doit devenir intraitable avec les nations qui l'attaquent. Il faut qu'il y ait des garanties de sécurité et la coalition des volontaires avec l'Union européenne fera sa part du travail. Nous savons que le travail de défense de l'Europe est tout d'abord notre responsabilité. Nous travaillons pour nous accélérer le renforcement des capacités de l'Europe. Avec l'instrument SAFE, nous nous assurons que les besoins de défense des États membres et de l'Ukraine puissent être atteints.
et que la base de défense ukrainienne puisse être renforcée. Et c'est dans notre intérêt mutuel. Je vais me rendre sur les lignes de front avec les États membres dans les semaines à venir. Ce partenariat avec l'Union européenne est un défi du point de vue de la sécurité. Deuxièmement, la question de l'intégrité territoriale. On ne peut changer les frontières des pays. C'est une décision qui revient à l'Ukraine et seulement à l'Ukraine. On ne peut les prendre unilatéralement sans prendre en compte l'Ukraine. Enfin, tant que l'Ukraine sera attaquée, l'Europe continuera à mettre la pression sur la Russie économiquement et diplomatiquement. Nous allons prendre des sanctions. Nous avons déjà adopté 18 paquets de sanctions et nous préparons le 19e qui sera mis en œuvre en septembre. Ces sanctions sont efficaces. Nous avons déjà tirer parti des actifs immobilisés pour l'Ukraine. Nous allons continuer à mettre la pression sur l'économie de guerre russe pour que le président Poutine se rende à la table des négociations. Nous voulons que le président Trump fasse preuve de bon sens et nous allons parler de cela demain à la Maison-Blanche. Les temps sont troubles, l'Ukraine doit décider de son destin. Seule l'Ukraine peut le faire. Merci. Merci beaucoup, Ursula. Merci pour votre soutien. Merci pour tout ce que vous avez fait depuis le début de la guerre. C'est très important, c'est crucial de vous avoir à nos côtés et que nous puissions parler ensemble aux États-Unis. Et vous avoir à notre côté est crucial. Nous parlerons aujourd'hui des points que nous traiterons à Washington. Nous sommes toujours aussi unis aujourd'hui qu'au début, en 2022, avec le début de la guerre. Et c'est pourquoi nous continuons à avancer vers notre objectif de la paix réelle. Nous devons mettre fin aux meurtres. Même si Poutine a différents objectifs, ce sera difficile de le déjouer. Il faut qu'il y ait un cessez-le-feu et qu'il faut travailler à un nouvel accord. Nous devons le faire à Washington. Poutine veut continuer à tuer, mais il doit arrêter. Il faut des négociations sur la question des lignes de front. Et c'est pourquoi il faut parler maintenant. L'Europe nous soutient. Nous remercions toutes les personnes qui nous soutiennent. La Russie est toujours dans une région qu'elle n'arrive pas à prendre depuis 12 ans. Et dans notre Constitution, il est impossible de donner des territoires. Et cette question est cruciale. Elle doit être discutée par les dirigeants de l'Ukraine, de la Russie, et des États-Unis. Il n'y a pas pour l'instant de discussion avec trois parties et si la Russie refuse cette discussion, nous pouvons discuter. Nous travaillons avec l'Europe pour des garanties de sécurité pour l'Ukraine. Nous remercions le travail des États-Unis afin d'atteindre cet objectif. Pour l'instant, il n'y a pas de détails quant à la marche à suivre ou sur le rôle de l'Europe, de l'Union européenne. Nous avons besoin de la sécurité pour travailler. Nous avons besoin de l'article 5 de l'OTAN et l'Union européenne nous aidera à atteindre ces garanties de sécurité.
Et d'après ce qu'a dit le président Trump, il voit les choses de la même façon quant à notre adhésion à l'Union européenne. Il ne peut y avoir de division entre l'Ukraine et la Moldavie. C'est inconcevable. S'il y a une division, cela voudra dire que l'Europe est divisée quant à l'Ukraine, qu'elle n'a pas une position claire et forte. Et la division ne fera qu'envenimer la situation. Nous avons déjà parlé de la défense. Merci beaucoup, Ursula. Nous avons décidé de travailler ensemble à des programmes tels que SAFE et sur le développement de drones. Voilà nos priorités. Merci également pour les 18 paquets de sanctions qui sont cruciaux. Nous devons préparer le 19e afin que la Russie comprenne que nous sommes sérieux. Nous comprenons la direction stratégique de la Russie. Elle est anti-européenne. Nous devons donc limiter le potentiel de la Russie. En ce qui concerne le soutien aux enfants ukrainiens, aux écoles, il y a un programme crucial qui assure que tous les enfants de toutes les familles en temps de guerre soient en sécurité, puissent manger un repas chaud. Et j'ai demandé à Ursula de nous aider à améliorer ces programmes car les enfants sont notre avenir et nous nous battons pour eux. Merci. Merci beaucoup. Et nous pouvons écouter vos questions. Vous avez des micros, vous pouvez en prendre un pour poser la question. Katharina de l'agence presse allemande, est-ce que vous êtes d'accord avec le président Trump qu'il n'y a pas besoin de cessez-le-feu et qu'il faut des négociations de paix dès maintenant? Je pense que ce n'est pas le mot qui compte. Ce qui compte, c'est ce qui se passe en pratique, les effets. Et il faut arrêter ce cycle de la mort. Que ce soit en cessez-le-feu ou en traité de paix, il faut arrêter ce cercle. C'est pourquoi, dès que possible, il nous faut cette réunion à trois parties avec le président de l'Ukraine, celui de la Russie et celui des États-Unis. Je pense qu'il est essentiel de respecter des délais. Ce qui ne compte pas, ce qui compte, ce n'est pas la forme, mais le fond. Merci. Je suis d'accord avec Ursula. Et je crois qu'en mars, le président des États-Unis proposait un cessez-le-feu et nous l'avons soutenu. Je pense que c'était une idée raisonnée qui allait pousser la Russie à entrer dans de réelles négociations. Maintenant, la situation est telle qu'elle est aujourd'hui et nous avons discuté de façon bilatérale avec Ursula. Nous allons continuer à le faire avec tous les autres Européens. Nous devons partager notre pensée avec les États-Unis. Nous avons besoin des États-Unis à notre côté. Je pense que le président Trump est d'accord avec nous. Il nous faut faire passer les étapes vers cette paix durable. Il faut arriver à cette paix durable pour chacun d'entre nous. Merci. Merci. Deuxième et dernière question. Merci. Liberté, service ukrainien. Monsieur le Président, Poutine a dit qu'il comprend que l'Ukraine a besoin des garanties de sécurité. Vous avez eu une discussion avec le président Trump. Est-ce qu'il a parlé de la vision de la Russie, de ces garanties de sécurité qui sont acceptables par la Russie et qui sont les garanties de sécurité qui sont acceptables pour l'Ukraine? Est-ce qu'on peut parler des troupes sur place? Quelle est la vision des choses? Et sinon, comment allez-vous? Avez-vous des appréhensions quant à le prochain rendez-vous avec M. Trump?
Alors, je vais également poser une question à Madame la Présidente. Je pense qu'on peut se limiter à une question, nous n'avons pas trop de temps. Est-ce que je peux répondre en ukrainien? Merci pour la question. Je ne sais pas déjà ce qui a été abordé entre Poutine et le président Trump. Et il y a beaucoup de détails que le président Trump a partagé avec moi et aux leaders européens. Et ce que le président Trump a parlé des garanties des garanties de sécurité, pour moi, est plus important de ce que Poutine pense des garanties de sécurité. Et les garanties, c'est une armée forte. Et l'armée forte, c'est l'Ukraine. Mais le financement, c'est l'Europe. Il faut la production européenne et ukrainienne. Mais malheureusement, il y a aussi des choses qui manquent, qui existent que aux États-Unis. Et ça, c'est les garanties de sécurité. Est-ce qu'il y aura des troupes au sol? Est-ce qu'il y aura autre chose? Est-ce que nous avons cette possibilité d'avoir la protection aérienne? Il faut connaître les réponses à ces questions. Je pense que ce sont des signes. Il faut donner des signaux aux Russes pour qu'ils ne puissent pas nous occuper, pour qu'ils ne puissent pas occuper l'Ukraine. Mais pour le moment, ce ne sont que des paroles. Et nous sommes prêts à avoir des discussions dans le format trilatéral. Quant à la Maison-Blanche et rendez-vous à la Maison-Blanche, je suis très positif dans tous les sens de ce terme. Nous sommes désolés, mais c'est la fin de la conférence de presse. Retour sur le plateau de BFM TV, donc après cette conférence de presse que vous avez vécue avec nous en direct depuis Bruxelles, donc donnée par la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen et le président ukrainien Volodymyr Zelensky. Nous sommes toujours en plateau avec Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine, avec Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars, et avec Romain Mielkarek, journaliste défense BFM TV et auteur des Moudjik, la France dans les griffes des espions russes. Pour commencer avec vous, Jacques Faure, et retracer donc ce qui s'est dit dans les grandes lignes. La présidente de la Commission européenne a rappelé certains points qui ont été discutés aujourd'hui, à savoir les garanties de sécurité qui vont être demandées demain à M. Trump, les désaccords sur la ligne de front également qui va falloir être définie, ou encore la pression qui va être renforcée sur la Russie en ce qui concerne notamment un nouveau paquet de sanctions. Mais surtout, ce qu'on a entendu dans les mots de Volodymyr Zelensky, ce sont les lignes rouges tracées par l'Ukraine. C'est ce qui va être donc présenté demain, à savoir pas de traité de paix sans cessez-le-feu, c'est ce qu'il demande, un cessez-le-feu, pas de cession de territoire. Oui. Oui, je suis d'accord. Madame von der Leyen a utilisé deux termes importants aussi que vous n'avez pas rappelés, intégrité territoriale. Et pas de souveraineté limitée pour l'Ukraine. Que c'était, voilà, en gros, donc ça, à l'Ukraine de décider de... Ouais. À la prétention de Poutine de continuer la politique de souveraineté limitée que la Russie avait imposée par le passé, la Russie soviétique puis poutinienne avait imposée par le passé aux républiques anciennement socialistes soviétiques et à l'Europe centrale et orientale. Donc ça, non, pas de souveraineté limitée. Non seulement il arrive avec des lignes rouges, Volodymyr Zelensky, dans cette conférence de presse, et il arrivera sans doute avec les mêmes demain qui vont être discutées entre-temps avec cette réunion de la coalition des volontaires qui va démarrer dans un instant. Mais Romain Mielkarek, ce qui est aussi frappant, c'est qu'il parle de renforcement de l'armée. Il dit voilà, les garanties de sécurité aujourd'hui, quand il répond notamment aux journalistes, les garanties, c'est une armée forte. Oui. Il en appelle au financement de l'Union européenne. On n'est pas du tout dans l'idée de... comment dirais-je, tout à l'heure, on disait que Vladimir Poutine espérait que Kiev et l'Union européenne n'allaient pas mettre des bâtons dans les roues après cet accord et cette entrevue en Alaska. Là, on parle d'armée, quoi. Ce serait vachement mieux pour Vladimir Poutine s'il pouvait juste poser le genou à terre et déposer les armes. Sur le contexte des discussions, il dit deux choses qui me semblent importantes. Il dit que Vladimir Poutine a beaucoup d'objectifs et qu'il sera difficile de le déjouer. Ce qui laisse entendre qu'il sait qu'il va devoir faire des concessions et qu'il y a quelque part où il devra laisser céder du terrain. Et puis il y a un deuxième aspect, c'est qu'il dit à plusieurs reprises sur certains aspects précis qu'il ne sait pas ce qui s'est dit entre Donald Trump et Vladimir Poutine, que
Donald Trump lui a dit beaucoup de choses, mais qu'il y a un certain nombre de sujets sur lesquels il n'a pas de réponse. La question des garanties de sécurité, en fait, c'est comment on fait une fois qu'il y a un cessez-le-feu ou une fois qu'il y a un accord de paix, pour s'assurer que dans 6 mois, dans 1 an, dans 10 ans, la Russie ne revienne pas. Qu'est-ce qui assure à l'Ukraine de pouvoir être en sécurité? Et dans les différents niveaux de garantie de sécurité qu'il y a, alors il y a l'idée que des alliés, des pays partenaires déploient des troupes sur le terrain pour dissuader les Russes de venir. Ouais. Ça, c'est un des sujets. Il y a la question d'adhérer, de faire partie d'une alliance militaire. Alors l'OTAN, c'est un tabou absolu pour les Russes, donc ce sera probablement compliqué, d'autant plus que pas mal de pays risquent de mettre un veto. Ce qui se dessine, ce serait l'Union européenne, mais là on parle à long terme. Et puis dans l'immédiat, et la chose la plus sûre, c'est d'avoir une armée forte, nombreuse, armée, entraînée, équipée. Parce que à tout moment les jeux d'alliance ils peuvent basculer, parce que à tout moment les pays qui déploient des troupes peuvent les retirer. Et donc si l'Ukraine veut être certaine d'être en sécurité, sa première et ultime garantie, ça reste quand même d'avoir une armée solide. Macha Kondakova, dans l'attente de cette réunion donc, qui va prendre part dans quelques minutes, cette visioconférence également donc, de la coalition des volontaires. Il y a également ce qu'a dit Ursula von der Leyen tout à l'heure, qu'elle espérait un sommet tripartite entre donc les États-Unis, la Russie et l'Ukraine. Très rapidement, c'était aussi le souhait du président américain. Mais on voit bien que ce sont les termes de cette rencontre qui vont poser problème. Oui, absolument, parce qu'il y a quelqu'un qui est... Désolé, on prend du coup la direction du Var, du fort de Brégançon, pour voir donc le début de cette réunion qui démarre, cette réunion coprésidée par le président Emmanuel Macron, qui est donc dans cette salle de réunion en visioconférence avec ses différents dirigeants européens. On voit Ursula von der Leyen et le président Zelensky qui n'ont pas quitté leur pupitre. Et également d'autres dirigeants qui vont participer à cette réunion. L'objectif, c'est évidemment de continuer d'écrire cette feuille de route avec laquelle ils iront demain rencontrer le président américain et dans l'espoir de contrecarrer ce qui se serait dit en sous-main avec le président Poutine vendredi en Alaska. Voilà les images de cette conférence qui commence cet après-midi et qui est cruciale à moins de 24 heures de cette rencontre. Et vous voyez, je voudrais aussi attirer l'attention que quand même la question de l'intégralité du pays est sur la table, ce que vous avez évoqué, mais... On va écouter le président Macron, s'il vous plaît. As Mark aptly said, is not a meeting where we will be blocked in one scenario. The objective of this meeting very clearly de cette réunion, j'ai envie d'être clair, c'est des garanties de sécurité, les prochaines étapes et l'organisation du prochain sommet avec le président Poutine, les États-Unis, les Européens. Enfin, il faut mettre en place une stratégie pour notre programme, pour mettre la pression sur le président Poutine s'il ne veut pas venir à notre réunion. Je n'ai pas envie de prendre plus de votre temps. Je suggère que Kiev puisse commencer. Voilà le début de cette rencontre, le début de cette visioconférence de la coalition des volontaires. Emmanuel Macron vient de dire quelque chose d'intéressant parce qu'on parle déjà de réunion tripartite, trilatérale avec pour le coup Volodymyr Zelensky, Vladimir Poutine et Donald Trump. Aucun signe, l'Ukraine n'a aucun signe que Moscou soit prêt à ce sommet. C'est ce que disait Volodymyr Zelensky il y a quelques instants dans sa conférence de presse. Emmanuel Macron qui dit que l'un des objectifs de cette réunion, avant demain Washington, c'est de mettre en place une stratégie, une pression aussi, si Vladimir Poutine ne veut pas venir. Il n'a pas envie de ce sommet trilatéral, Vladimir Poutine ? On le disait tout à l'heure, les Russes, sur le champ de bataille, continuent de se battre et d'avancer. Toutes les nuits, ils continuent de bombarder l'Ukraine. Donc, eux poursuivent leurs efforts pour s'assurer que
le jour où il y a négociation, s'il y a négociation, ils soient le plus en position de force possible. Et effectivement, c'est là où il y a un enjeu pour les Ukrainiens, c'est que leurs partenaires fassent la même chose. Et donc, au lieu d'être en stand-by, comme c'est le cas depuis le début de l'année, il n'y a pas eu d'annonce, par exemple, de nouvelles livraisons d'armes significatives. On l'a beaucoup dit à propos des Américains, mais les Européens non plus n'ont pas annoncé de nouvelles grosses enveloppes. Les Allemands. Alors, au niveau pays, oui. Au niveau européen, il n'y a pas eu de grosses bascules. Alors, il y a des livraisons qui arrivent en permanence de choses qui ont été décidées avant ça, mais pas de gros efforts qui changent la donne. Et puis, il y a ce deuxième sujet des sanctions, où on attend le nouveau paquet de sanctions qui pourrait éventuellement changer la donne. On sait qu'au niveau européen, on est en train de discuter de quelque chose qui n'est pas habituel, c'est des sanctions secondaires, donc qui viseraient des pays qui achètent du pétrole à la Russie. Ça, ce serait une vraie montée en effort de la part des Européens. Et c'est effectivement là qu'il y a un enjeu important pour l'Ukraine, c'est que cet effort soit aussi maintenu de son côté. Sur la réunion trilatérale en tant que telle, ce genre de réunion, les détails se discutent en amont. C'est-à-dire que le jour où Vladimir Poutine et Volodymyr Zelensky se rencontrent, leurs équipes auront déjà à peu près fait le tri sur ce qu'on va accepter ou ce qu'on va pas accepter. S'ils arrivent tous les deux et qu'ils disent je reste sur mes positions, je ne change rien, ça va juste faire perdre du temps à tout le monde et ça ne sert pas. Et on a mis que ça va prendre du temps et que du coup ça ne va pas se mettre en place aussi vite que le voulait Donald Trump. Il parlait de vendredi prochain. Exactement. Ni de ce qui est ça va prendre du temps. Et deux, Vladimir Poutine, il n'acceptera cette rencontre que le jour où il estimera qu'elle lui apporte suffisamment et qu'elle ne lui coûte pas grand-chose. Et c'est là où demain des choses vont se jouer. C'est que Donald Trump risque de mettre la pression à Volodymyr Zelensky pour que ça se fasse très vite et qu'il accepte le maximum de ce que demande Vladimir Poutine. L'enjeu pour les Ukrainiens, c'est justement de ne pas tout lâcher. Le problème, il est question de cesser le feu. Parce qu'en même temps, quand tout ça se déroule et on ne sait pas qu'il va accepter Poutine ou pas les rencontres, il faut cesser le feu. Comme ça, au moins, il n'y aura pas de morts. Mais rien que sur cette base-là, déjà, Poutine n'est pas d'accord. C'est déjà le point de départ. Il n'a aucun intérêt. On va prendre la direction de Bruxelles pour retrouver notre correspondant Michael Denutt, donc à quelques minutes de la fin à la fois de cette rencontre donc entre la présidente de la Commission européenne et le président ukrainien, qui ont donc débriefé en conférence de presse cette rencontre. Ils nous ont expliqué ce avec quoi ils allaient se présenter demain aux États-Unis. Et puis on l'a vu, ça s'est poursuivi avec le début de cette prise de parole du président français, cette fois-ci depuis le fort de Brégançon. Et donc on a un peu le tableau qui va être présenté demain par toute cette coalition des volontaires européens. Oui, bien sûr, l'Europe défend ici toujours l'Ukraine, c'est ce qu'on a entendu. Ursula von der Leyen veut des garanties de sécurité pour l'Ukraine au niveau de son territoire et aussi, c'est important, de son intégrité. L'Ukraine doit être intraitable, a-t-elle dit, avec les pays qui l'attaquent. La coalition des volontaires qui est en train de discuter virtuellement maintenant derrière moi depuis le bâtiment ici de la Commission européenne, travaille à la défense de l'Europe. C'est un intérêt mutuel, a-t-elle dit, avec l'Ukraine. Tant que l'Ukraine sera attaquée, eh bien l'Europe mettra la pression sur Moscou au niveau des sanctions. On l'a entendu, déjà 18 vagues et bientôt une 19e vague annoncée de sanctions au niveau économique. Et puis nous voulons du bon sens aussi de la part de Trump. Il faut que Poutine, a dit Zelensky, aille à la table des négociations. Zelensky, le président ukrainien, qui a rappelé le rôle crucial de l'Europe dans ce soutien et puis qui a largement aussi remercié l'Europe avant de dire qu'il était plutôt confiant avant sa rencontre demain avec Donald Trump. Merci beaucoup, Michael Denutt à Bruxelles pour BFM TV. Steve Witkoff, émissaire de Donald Trump en Russie, a déclaré il y a quelques instants que Trump et Poutine sont convenus en Alaska de garanties, je cite, de garanties de sécurité solides. Reste à savoir ce que ça veut dire, Romain. Steve Witkoff, ce qu'il caractérise quand même depuis le début de son effort de négociateur sur le dossier ukrainien, c'est qu'il n'y comprend pas grand-chose. Il ne maîtrise absolument pas ces sujets sur la technique. C'est quelqu'un qui est agent immobilier. Donc, qu'est-ce que lui peut trouver satisfaisant? Il y a un gros point d'interrogation. Il y a quand même un sujet, c'est que depuis la rencontre en Alaska, il y a une information qui circule, qui viendrait de diplomates, qui parle de garantie de sécurité sur le format de l'article 5 de l'OTAN. Donc, ce qui laisserait penser que
l'Ukraine ne pourrait pas intégrer l'OTAN, mais que les pays qui garantiraient sa sécurité, dont potentiellement les États-Unis, signeraient un texte disant que si demain l'Ukraine était de nouveau attaquée, à la manière des pays membres de l'OTAN, les pays signataires viendraient défendre l'Ukraine. Ce serait une vraie évolution parce que les Ukrainiens n'ont pas digéré le mémorandum de Budapest en 1994, qui était un texte signé par plusieurs pays, dont les États-Unis et la Russie, qui, en l'échange de la restitution, entre autres sujets, des armes nucléaires ukrainiennes à la dissolution de l'Union soviétique, s'engageait à ne pas attaquer l'Ukraine. Effectivement, les autres pays signataires ne s'engageaient pas à protéger l'Ukraine en cas d'attaque. Donc la Russie a violé cet accord. Les autres pays n'ont pas de raison d'intervenir. S'il y avait un accord comme celui-là, là, effectivement, ce serait une garantie de sécurité très significative pour l'Ukraine. Reste à savoir si on est vraiment dans ce cadre-là et si ce sera aussi clair sur le papier. Merci. On va prendre la direction de Bormes-les-Mimosas où donc cette conférence de presse co-présidée par le président français donc a commencé il y a quelques minutes. Vous l'avez vu en direct sur BFM TV. Hugo Capelli, vous êtes notre envoyé spécial sur place devant donc ce fort de Brégançon où ça se passe en partie puisque c'est une réunion en visioconférence. On a entendu les différents dirigeants européens et le président ukrainien annoncer donc ces grandes lignes qui seront présentées demain donc à Washington, à savoir des garanties de sécurité, l'organisation, les termes autour d'une organisation d'un sommet trilatéral, ainsi que les moyens de pression sur la Russie qui vont être renforcés. C'est avec tout cela que cette délégation européenne va débarquer demain aux États-Unis. Oui, exactement. On vient de voir il y a quelques instants cette image d'Emmanuel Macron seul dans ce bureau qui se trouve donc au fort de Brégançon, juste derrière moi, le président en visioconférence lors de cette réunion de la coalition des volontaires. Le président qui parle en anglais avec ses homologues, cette coalition des volontaires qui est composée de soutien de Volodymyr Zelensky, principalement des dirigeants de pays de l'Union européenne, mais aussi l'Australie ou encore le Canada. On ne connaît pas la composition exacte des présents à ce stade. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'à l'issue de cette réunion, il va y avoir une prise de parole du chef de l'État depuis le fort de Brégançon, ce qui veut dire que nous allons dans quelques instants partir pour la direction du fort où nous allons pouvoir poser quelques questions au chef de l'État à la veille donc de son départ vers Washington. Il fera partie de la délégation qui va accompagner Volodymyr Zelensky dans le cadre de cette rencontre entre Trump et Zelensky donc à la Maison-Blanche. C'est ce que nous avons appris à la mi-journée. Et donc, cette journée d'aujourd'hui, elle est assez essentielle pour Emmanuel Macron comme pour ses homologues alliés de Volodymyr Zelensky pour préparer ce rendez-vous, voir ce qui peut être accepté dans le cadre d'un accord de paix concernant le conflit en Ukraine. Un diplomate français proche d'Emmanuel Macron avec qui j'ai pu échanger il y a quelques heures me disait que Donald Trump voulait aller très vite, qu'il voulait obtenir un deal le plus rapidement possible qu'il soit. Les Européens, Emmanuel Macron, sont d'accord pour qu'il y ait un deal, mais pas n'importe quel deal. Et pour ça, ils veulent d'abord qu'il y ait une rencontre la plus rapide possible avec Trump, avec Zelensky, avec Vladimir Poutine. D'ailleurs, on l'a entendu, Emmanuel Macron, dans ses premiers mots lors de cette conférence de presse. L'objectif pour eux, c'est de faire monter la pression sur le dirigeant russe pour faire en sorte qu'il y ait des négociations directement avec lui pour régler le conflit ukrainien. Merci Hugo Capelli. Avec Vincent Berthezen, on parlait de Steve Witkoff à l'instant. Selon lui, Moscou a fait des concessions, je le cite, des concessions concernant 5 régions en Ukraine. Ça vient de tomber. Alors, on parlait des garanties solides de sécurité à l'instant. Reste à voir s'il y a d'autres détails qui vont arriver dans quelques instants. Justement, ces garanties, Ursula von der Leyen et Volodymyr Zelensky ont salué les efforts de l'administration américaine. Mais là-dedans, Jacques, fort, le poids de l'Union européenne, le renfort de l'Union européenne dans ces garanties de sécurité est indispensable. Oui, absolument. Moi, je retiens deux ou trois thèmes des interventions de Mme von der Leyen, du président ukrainien, de notre président et les commentaires qui vous arrivent des États-Unis. Il y a quand même, on voit petit à petit, me semble-t-il, se dessiner un possible agenda. Alors d'abord, appel au bon sens du président Trump. C'est important parce qu'il ne s'agit pas de le braquer et de lui dire « vous avez tout faux ». Mais oui, appel au bon sens, ça sera un élément important. Ensuite, rappeler qu'avant d'aller vite à un accord de paix,
il faut tout de même un minimum de cessez-le-feu. Ça, le président Zelensky l'a dit, et on le pense aussi de notre côté, même s'il faut aller vite, mais il ne faut pas quand même brûler ce genre d'étape. La réunion à 3, américains, ukrainiens, russes, ça, il est permis d'avoir des doutes parce qu'on sait que Vladimir Poutine n'en veut pas dans l'état actuel des choses. Et c'est ce qu'il fait dire, je le répète, à son principal conseiller Ushakov à l'agence TASS et qui s'est répercuté dans les médias russes et internationaux. Et le dernier point important, c'est faire pression, en effet. Alors, maintien des sanctions économiques, ça sera bien discuté. Accélérer l'effort d'armement de l'Ukraine et être aux côtés de l'effort ukrainien jusqu'à ce que Poutine arrive à composition. Parce que lui, il n'a pas changé ses objectifs. C'est la destruction de son pays voisin, l'Ukraine. Masha Kondakova, c'est... Un dernier point, pardon. Il est important que le président Zelensky ait mentionné le cas de la Moldavie. Oui. Parce que, évidemment, c'est encore un conflit dit gelé dont Poutine peut se servir pour de nouveau envenimer les choses à proximité des frontières ukrainiennes. Justement, ce que je voulais souligner, pourquoi M. Zelensky a parlé et mentionné l'intégration de Moldavie à l'Union européenne, mais justement ça c'est aussi une des garanties de protection, de défense de la ligne de l'Europe et aussi de l'Ukraine, de la ligne du sud qui concerne Odessa, parce que vous vous souvenez, par la Transnistrie, la Moldavie, c'était un des plans de Persée qui voulait faire l'armée de Kremlin. Romain Milkarek, pour revenir à ces garanties de sécurité, on entend le mot répété par tous ces intervenants cet après-midi. On comprend bien que c'est aussi au centre de ce qui va se nouer demain. De quoi parle-t-on concrètement et pourquoi c'est si important que ce soit apporté par l'Europe ? Alors, par l'Europe, pas que. Il l'a dit lui-même, M. Zelensky. Il a dit qu'il y avait des aspects où il n'y avait que les Américains qui pouvaient intervenir. Comme je disais tout à l'heure, il y a plusieurs volets là-dedans. Le premier, qui est probablement le plus important à court terme pour les Ukrainiens, c'est de s'assurer que leur armée ne soit pas démantelée. Ça, c'est une demande depuis le départ des Russes. C'est de réduire à peau de chagrin le format de l'armée ukrainienne. Pour, disent-ils, ne pas se sentir eux-mêmes menacés, mais surtout pour s'assurer que si un jour ils avaient besoin de reprendre des manœuvres sur le territoire ukrainien, que ça rentre comme dans du beurre. Donc il y a la question de comment on finance cette armée, comment on l'entraîne. Ça, c'est typiquement des volets sur lesquels les Européens pourraient jouer un rôle. Et puis il y a la question de l'équipement. Sur l'équipement, les Européens peuvent évidemment apporter une partie de la réponse. Un des sujets, ça a été par exemple dans le calcul des nouveaux budgets OTAN qui ont été discutés il y a quelques mois, où les Européens se sont engagés à grimper à 3,5% de leur PIB pour financer leur défense. Ils ont intégré dans ce calcul-là les investissements en faveur de l'Ukraine. Donc ça permet aussi de répondre à cette attente, à cet engagement auprès de l'OTAN. Mais il y a un certain nombre d'équipements où les Européens ne sont pas capables de les fabriquer ni en volume, ni parfois même en petite quantité. Notamment aérien. Et où les Américains sont incontournables et où justement c'est des grosses failles aujourd'hui dans l'équipement des Ukrainiens. Il y a la question des blindés terrestres. Les Américains en ont fourni énormément, des véhicules blindés de combat d'infanterie. Les Européens n'ont pas de stock, ne sont pas capables de produire assez vite. Il y a la question très importante de la défense solaire. Il y a un système qui existe au niveau français et italien, mais les chaînes de production ne sont pas du tout capables de répondre à la demande. Et il y a la question des pièces d'artillerie, avec des lance-roquettes multiples et des obusiers, où les Américains ont fourni quasiment tout le stock dont disposent les Ukrainiens. Et ça, il n'y a personne en Europe qui est capable de le faire. Donc ça veut dire qu'il faut que les Américains fournissent cet équipement, probablement payé par les Européens. Il doit être un peu plus de 9h du matin à Washington, il y a 6 heures de décalage, si je ne dis pas de bêtises. Oui. Et on a donc Steve Witkoff qui continue de donner quelques informations. Il vient de s'exprimer, de dire qu'il espère une réunion productive demain avec Zelensky et les dirigeants européens, l'émissaire de Donald Trump en Russie, qui a évoqué aussi le fait que Moscou a fait des concessions, je vous le rappelle, concernant 5 régions en Ukraine. Je ne sais pas si c'est le fait du hasard ou pas qu'il parle maintenant, alors que la réunion de la coalition des volontaires a démarré. Mais est-ce que c'est bon signe pour l'Europe? Est-ce qu'ils se disent, tiens, il est en train de se passer quelque chose en Europe, on doit, entre guillemets, arrondir les angles? Est-ce qu'on se dit ça aux États-Unis? Qui réagissent à ce que les Européens font, c'est normal et c'est peut-être pas mauvais signe.
Maintenant, il faudrait que ce qu'il annonce sur 5 régions supplémentaires des concessions, il faudrait qu'il ait bien compris ce qu'on lui a dit à Moscou ou dans la réunion en Alaska. Parce que la fois précédente qu'il avait rapporté ce qu'on lui avait dit à Moscou, il a dû ensuite rétro-pédaler et dire qu'il n'était pas certain d'avoir tout compris. Alors, 5 régions, mais lesquelles? Ouais. Lesquelles? Kiev, on va s'interroger, on a encore le temps d'en parler évidemment tout cet après-midi. On propose de faire une courte pause. Tout de suite la météo et on se retrouve dans un instant. Ne perdez pas votre surplus d'énergie. La météo avec Fleuron Industrie. Installateur de batteries de stockage pour centrales photovoltaïques. La météo avec TGV Inouï. Il ne fait pas beau chez vous? Le soleil vous attend dans l'une de nos 200 destinations en France et aussi en Europe. Partir un jour. Cet été, partez l'esprit léger. Regardez la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. Je vous propose de prendre un peu de hauteur pour tenter d'échapper à la chaleur. Seulement, cette masse d'air caniculaire ralentit même les montgolfières. C'est lié à la poussée d'Archimède, en réalité. La chaleur, les plus fortes chaleurs vont également s'envoler. Ça y est, on commence à distinguer le bout de cette canicule pour ce début de semaine. Lundi à l'ouest, mardi en allant vers le sud-est. Voici ces 25 départements toujours placés en vigilance orange de la Loire-Atlantique en descendant vers les Pyrénées jusqu'à la Méditerranée. Pour cette journée de lundi, 13 départements seront encore concernés, cette fois-ci du Tarn-et-Garonne jusqu'aux Alpes-Maritimes. Voici notre porte de sortie. Elle est au large. Sur l'océan, cette dépression va s'isoler en gouttes froides, en altitude. Et elle va faire remonter des orages de plus en plus nombreux, de plus en plus violents pour ce lundi. Les prémices, dans un premier temps, quelques coups de tonnerre dès le matin sur le Finistère. Et progressivement, ces orages vont s'enfoncer vers l'intérieur du pays. Dans le courant de l'après-midi, on va surveiller également une autre salve orageuse. Plus tard, en fin de journée, en soirée, sur les Pyrénées, les nuages vont se multiplier. Le voile de nuages, c'est un peu plus présent en allant vers l'ouest, mais à l'est, le soleil et la chaleur vont résister. On pourra parler de chaleur d'ailleurs dès le début de la matinée à Nice, à Perpignan, déjà 25 degrés, une vingtaine de degrés près de l'océan, 17 à Paris et 13 degrés à Reims dans l'après-midi. Tout de même, les températures vont baisser d'un cran. On ira jusqu'à 36 à Perpignan, vous aurez 33 à Toulouse, à Clermont-Ferrand ou à Lyon, 29 à Paris, ça reste chaud. 24 degrés pour respirer en Bretagne ou alors en direction de la Normandie. On va surveiller la journée de mardi. Des orages violents principalement au sud. Ils pourront donner de fortes pluies, de fortes rafales, parfois de la grêle localement. Mais ils mettront fin à cette canicule, probablement. C'était la météo avec fleuronindustrie.com. Isolation thermique par l'extérieur pour réduire vos dépenses énergétiques et embellir votre maison. C'était la météo avec TGV Inouï. Alors, dans laquelle de nos 200 destinations allez-vous chercher le soleil? Partir un jour sans retour. C'était la météo avec ImaProtect. Alarme et télésurveillance. 15h30 sur BFM TV, ça bouge, ça parle dans cette édition spéciale, ça bouge et ça parle en Europe avec la réunion de la coalition des volontaires qui a démarré il y a quelques minutes maintenant, coprésidée par Emmanuel Macron. Mais ça bouge aussi du côté des États-Unis à la veille de cette nouvelle rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine qui sera accompagné, et Volodymyr Zelensky qui sera accompagné de certains dirigeants européens. Ça parle avec des déclarations de Donald Trump et de son émissaire également ces dernières minutes. On va justement retrouver Axel Monnier, notre correspondant aux États-Unis à Washington. Donald Trump qui fait état de, je le cite, grands progrès avec la Russie. Oui, et comme à son habitude, Donald Trump ne donne pas plus d'informations. Il aime un peu teaser, donner quelques indices sans en dire plus. Il demande à ses abonnés sur son réseau social Truth de rester connectés parce qu'il devrait y avoir d'autres informations. Les autres informations, on pourrait en avoir une première idée parce qu'effectivement, Steve Witkoff, son émissaire spécial sur la question de l'Ukraine, a déjà évoqué quelques pistes. Il a confirmé que lors du sommet d'Anchorage en Alaska vendredi, Vladimir Poutine avait accepté l'idée qu'il y ait des garanties de sécurité pour l'intégrité ukrainienne et surtout, il aurait annoncé que Vladimir Poutine avait accepté quelques concessions territoriales. On n'en sait pas beaucoup plus pour le moment, mais surtout ce qui est étonnant, c'est de se dire que les deux hommes n'en ont pas profité lors de cette allocution après la rencontre pour le dire. C'était une avancée, si tel est le cas, c'était une avancée importante, notamment pour Donald Trump. Ça montrait qu'il avait pu obtenir des choses de Vladimir Poutine. Donc on va attendre de voir ce que Donald Trump a annoncé probablement dans les prochaines heures sur son réseau social pour voir si c'est bien ce que son
émissaire spécial dit. Donc il y aurait bien des garanties sur la sécurité de l'Ukraine qui auraient été acceptées par Moscou, d'un côté, et ensuite des concessions territoriales faites par Moscou. Oui, mais lesquelles? Ça, on attendra pour le savoir. Merci beaucoup Axel Monnier en direct de Washington pour BFM TV. On va décrypter ces dernières déclarations américaines avec nos invités. Je refais le tour de table. Nous sommes toujours avec Romain Mielcarek, journaliste défense BFM TV, toujours avec Jacques Faure, ancien ambassadeur de France en Ukraine, et avec Masha Kondakova, réalisatrice ukrainienne du documentaire Inner Wars. Pour revenir sur donc ces propos de Donald Trump, Jacques Faure, donc il dit que donc de gros progrès ont été faits avec la Russie. Jusqu'ici, on n'avait pas vraiment d'informations sur ce que les deux hommes s'étaient dit, Trump et Poutine, que des grandes lignes avec cette très courte conférence de presse. Mais là, donc, le président américain, tout d'un coup, livre un petit peu des coulisses de cette rencontre en évoquant donc des garanties de sécurité ukrainiennes qui auraient été acceptées par le président russe et également des concessions territoriales qui auraient été également acceptées. Est-ce que c'est pour semer le trouble à un jour de cette rencontre avec l'Europe demain ? Comme vous le soulignez très bien, on ne sait pas exactement ce qu'ils se sont dit et ce sur quoi ils se seraient éventuellement mis d'accord. Vous me permettrez de simplement dire qu'à ce stade, le scepticisme reste permis et il est même de règle. Parce que, franchement, du côté américain, on a un jour après l'autre des déclarations qui se contredisent un petit peu, donc attendons de voir. Quand l'émissaire américain, M. Witkoff, parle de 5 régions, on est amené à se demander mais de quelles parle-t-il? Alors y aurait-il déjà les 4, Lugansk, Donetsk, Zaporozhye et Kherson, et il ajoute quoi? Kiev? Il ajoute Odessa. Non, c'est Soumy et Kharkiv. Alors Soumy et Kharkiv, c'est 5 et 6. Mais là, c'est pas une concession de Russe. Il n'y a pas une concession de Russe. C'est simplement, ce sont des territoires ukrainiens défendus par les Ukrainiens. C'est pas une concession de la Russie. C'est ça que disent les Russes, qui disent on est prêt à rendre ces territoires-là. Pour arriver à 5 régions, il doit forcément compter celle-là dedans. 2 autres régions où il peut parler de concessions, c'est Zaporizhzhia et Kherson, où les Russes ont dit qu'ils étaient d'accord pour geler le front. On arrive à 4. Le point d'interrogation, c'est quelle serait la 5e. Alors, venant de M. Witkoff, il a pu se tromper sur le nombre. Parce que vu qu'il ne les connaît pas, les régions de l'Ukraine sur laquelle il négocie, il est possible qu'il ne situe pas très bien géographiquement de quoi il parle. Mais vous ne trouvez pas que ça, c'est la réaction à ce qui a été dit dans la conférence de presse? Exactement. Le timing n'est pas anodin, je suppose. Ursula von der Leyen, elle a bien de dire que l'intégrité de l'Ukraine, ce n'est que monsieur le président Zelensky qui peut décider par rapport de l'avenir. Le président Zelensky a rappelé que la constitution ukrainienne ne permettait pas non plus de modifier ces territoires. Absolument, et qui aussi souhaite se renforcer. C'est pour ça qu'il faudra avoir l'armée forte. Il faut faire la coproduction des armements sur le sol ukrainien. Et vous savez qu'aussi, il y a Telegraph qui hier a dit que les Anglais envisagent que la possibilité d'envoyer les soldats anglais et aussi Air Royal Force. Qu'est-ce que ça veut dire? Je sais pas qu'est-ce que ça veut dire au niveau de où est-ce qu'ils pouvaient les déployer. Mais en tout cas, c'est un rapport de force avant négociation, cette rencontre. Et vous avez vu le tweet sur X de Donald Trump qui a dit qu'il avait un gros progrès sur la Russie. Il faut qu'on soit attentif à ce qui va arriver. Et il a critiqué lourdement les démocrates, les médias, la presse démocrate qui a défoncé absolument cette conférence, ce sommet en Alaska. Dans son message sur Truth Social, ici on est pris également à cette guerre stupide de Biden. Ça revient aussi régulièrement. C'était encore le cas en Alaska la dernière fois. Il se défend comme si, et lui, il est peacemaker parce que vous vous souvenez, son enjeu d'obtenir le prix Nobel de la paix. Mais c'est vrai qu'il s'est ridiculisé, même en tant qu'un homme tout simplement, même pas en tant que politicien. Comme Schwarzenegger a bien dit, faire un selfie. Il lui manquait seulement faire un selfie avec Poutine. Witkoff qui espère une réunion productive avec Zelensky et les dirigeants européens demain à la Maison-Blanche. Les dirigeants européens qui sont en train de s'entretenir par visioconférence avec la coalition des volontaires. Ces concessions, c'est vrai qu'on entretient entre guillemets le flou, même si on le développe un peu plus que lors de la conférence de presse de vendredi à Anchorage. Mais on est sur vraiment 2 communications différentes, à l'image de ces 2 personnes derrière vous, très différentes. On a Donald Trump qui y va à coup de superlatifs, c'était super, c'est magnifique, de gros progrès, etc., etc. Hier, Vladimir Poutine, de retour à Moscou, a tenu une conférence de presse. Il a dit que ça s'était bien passé, qu'il y a eu des avancées, mais il n'est pas rentré plus dans le détail. Parce que les concessions, pour lui, ce serait étonnant de sa part, Jacques.
Oui, non, Monsieur Poutine, chaque fois qu'il prend la parole, rappelle que les objectifs de la Russie en Ukraine ne sont pas atteints. On les connaît, c'est le démembrement du pays, c'est la réduction à rien de son armée, et c'est l'absence de choix politique, économique et d'alliance internationale laissée à Kiev. Mais par contre, on lui imposerait une souveraineté limitée commandée par Moscou. Rien de nouveau sous le soleil. Il maintient, lui, ses objectifs. Il faut simplement aider les Ukrainiens à ce que Poutine ne les atteigne jamais. On va prendre la direction de Moscou pour retrouver notre correspondant Jean-Didier Rovoin avec toutes ces déclarations qui sont en train d'émerger et qui concernent notamment les dires qu'aurait tenu le président Poutine. Jean-Didier, donc ces déclarations notamment du président américain qui dit que Poutine aurait garanti aurait concédé des garanties de sécurité demandées par les Ukrainiens. Le conseiller américain également, l'émissaire Witkoff, qui dit espérer une réunion productive et qui dit que la Russie aurait également fait des concessions territoriales sur 5 régions de l'Ukraine. Comment est-ce qu'on réagit du côté de la Russie? On n'entend toujours pas Vladimir Poutine là-dessus. Non, il ne parlera probablement pas avant que les Européens et Volodymyr Zelensky soient entretenus avec Donald Trump. Hier, il s'est adressé, il a briefé en fait les membres de l'administration présidentielle et certains ministres sur le contenu des négociations qui avaient eu lieu avec Donald Trump, mais il n'a donné aucun élément supplémentaire par rapport à ce qu'on savait déjà. Il est resté très général sur le contenu, sans rentrer dans les détails. Ça veut donc bien dire qu'il attend que Volodymyr Zelensky et ses partenaires européens, de concert avec Donald Trump à la Maison-Blanche, se prononcent sur le contenu des discussions qui ont eu lieu à Anchorage. Et c'est sur les propositions qui émergeront demain, très certainement, que la Russie réagira. On sait que jusqu'à présent, Vladimir Poutine s'est montré inflexible sur les positions qu'il défend et les objectifs qu'il veut atteindre en Ukraine. Les conditions auxquelles il serait d'accord de mettre fin au conflit n'ont absolument pas changé, et ce n'est pas à quelques jours de du début de négociations que sa position va varier ou qu'il va annoncer qu'il est prêt à faire des concessions, comme les Ukrainiens se montrent eux aussi jusqu'au butiste sur les concessions qu'ils vont faire. Il faut donc que ce processus de négociation commence, s'entame, qu'on mette ouvertement les dossiers qui doivent être mis sur la table, qu'on en discute, et ce n'est qu'ensuite qu'on saura vraiment quelle est la position de Vladimir Poutine, s'il est prêt à lâcher, s'il est prêt à faire des concessions, et si oui, lesquelles, et à quelles conditions, quelles seront les contreparties que l'Ukraine et ses alliés européens seront prêts à donner à la Russie. C'est tout cela qui est en train de se mettre en place maintenant, et comme personne n'a encore vraiment discuté du contenu des propositions qui ont été faites à Anchorage, eh bien, les deux parties sont maximalistes sur leur position. Revoit à Moscou pour BFM TV. Alors Donald Trump, il parle sur son réseau social. Steve Witkoff, il parle à CNN. On en sait un peu plus sur ces fameuses concessions. Je le cite, il y a une importante discussion sur Donetsk, et ce qui se passera là-bas. Fin de citation de Witkoff à l'instant. Comment vous l'interprétez? Comment on peut l'interpréter? Qu'est-ce qui se passera là-bas? Selon lui, il est à la fois précis et flou, l'émissaire de Donald Trump. C'est effectivement une importante discussion parce que c'est probablement l'un des sujets les plus fâcheux. Je rappelle l'enjeu. Donc Donetsk, c'est un des 4 oblasts, une des 4 régions que les Russes essayent de conquérir, qu'ils ont formellement intégré au territoire de la fédération dans leur constitution. Ils en maîtrisent à peu près les 3/4. Ils avancent régulièrement dans cette zone de l'est de l'Ukraine, mais ils butent sur la barrière de fortification, la barrière défensive qui a été construite depuis maintenant 2014, 11 ans, et qui est vraiment un rempart pour l'armée ukrainienne, qui est la meilleure position pour pouvoir défendre. Donc l'enjeu pour les Russes, c'est de récupérer ce terrain-là en n'ayant pas à batailler, parce que ça va être dur de le prendre par la force. Côté ukrainien, l'enjeu, c'est de ne pas lâcher ça. Parce que s'ils lâchent ça, ils lâchent leur principale ligne de défense face à la Russie.
Et ça serait un petit peu dommage de la lâcher sans coup férir, sachant que c'est vraiment leur rempart le plus solide. Masha Kandakova, il y a ces communications donc, qui émergent juste après ces premières prises de parole européennes et pendant cette réunion de la coalition des volontaires. Est-ce que c'est une stratégie du côté de Donald Trump, déjà peut-être aussi de distiller un petit peu ses cartes, de montrer un peu plus son jeu, parce que c'était resté quand même assez caché depuis vendredi, à quelques heures de cette rencontre, et donc de peut-être lâcher un petit peu des informations, mais on reste toujours très au conditionnel concernant ce qu'aurait dit le président russe, parce que lui, de son côté, on n'en sait rien vraiment, c'est le cas. Oui, pour l'instant, je regarde les médias russes pour voir est-ce qu'il y avait quelqu'un qui exprimait. Non, pas pour l'instant, à part des mythe-blogueurs qui se réjouissent depuis la rencontre en Alaska. Est-ce que c'est un geste pour dire que nous sommes prêts à négocier quelque chose, qu'il y aura des bons, le regard positif de votre rendez-vous? Donc ça veut dire que ça marchait, ça veut dire que la coalition de volontaires, la force qu'ils ont applique et a un impact sur Trump. L'autre question, après c'est ridicule, juste pour rappeler que échange de territoire ukrainien contre ukrainien pour un cessez-le-feu qu'il n'a pas de cessez-le-feu, mais traité de paix. C'est pour ça que, encore une fois, l'importance de cessez-le-feu, c'est pour s'asseoir et parler tranquillement, négocier toutes les possibilités, quand des gens sont pas en danger. Mais Poutine refuse, parce que quel est son enjeu? C'est de mettre la pression sur la population ukrainienne, pression sur l'armée. Aussi ukrainienne, parce que malheureusement j'ai appris qu'il y a aussi des combats acharnés à côté de Kupiansk, qui a été en 2022 libéré par les Ukrainiens. Et maintenant il y a des masses de soldats russes qui arrivent. Donc encore une fois, c'est ridicule de se voir qu'il y a un cinquième zone que demandent les Russes, mais on va lâcher enfin quelque chose. De toute façon, déjà en soi c'est pas normal. Mais bon, il faut parler de toute façon avec je ne vais pas dire les grands mots avec ce dictateur Poutine, responsabilité de résultats de négociations, ils mettent sur les Européennes et l'Ukrainienne. C'est ça le président ukrainien, c'est ça qui est terrible, qu'ils négocient entre eux, ils jettent les petites paroles à gauche à droite, on va céder, on va pas céder, et pourtant ils mettent toute je parle de l'administration de Trump et de Poutine, toutes les responsabilités sur les épaules de M. Zelensky, comme si c'est de sa faute qu'il y a cette... Non, c'est la faute de Poutine, et aujourd'hui, malheureusement, il y a tous les avantages de son côté, au niveau de diplomatie en tout cas. Les mots concession et Moscou quasiment côte à côte sont assez étonnants cet après-midi. En plus, regarde que la guerre continue sur le terrain. On va justement y aller sur le terrain. On rejoindra Dnipro en Ukraine, Nicolas Coadou qui est sur place pour BFM TV, parce que les combats continuent. L'armée de l'air de Kiev a accusé la Russie d'avoir attaqué l'Ukraine avec 60 drones la nuit dernière. Et il y a, on l'a entendu tout à l'heure en direct sur BFM TV, encore des alertes aériennes qui sont entendues par la population. Oui, absolument, des alertes finalement qui sont quotidiennes. Vous avez parlé de ces 60 drones et un missile qui ont également été envoyés cette nuit, avec finalement toujours la même stratégie de la part de la Russie, envoyer le plus de drones possible. Ce sont finalement, vous savez, ces drones Shahed, drones initialement de fabrication iranienne, qui finalement maintenant sont fabriqués à Moscou, qui n'ont plus rien d'iranien si ce n'est leur nom, et qui sont fabriqués en masse, envoyés toutes les nuits sur l'Ukraine avec un seul objectif: affaiblir les défenses antiaériennes et faire le plus de dégâts possible. Il y a donc ces frappes. Il y a également une intensification des combats sur toute la ligne de front, et notamment dans la région de Donetsk, le Donbass. On en parle beaucoup depuis maintenant plusieurs semaines, puisque on a appris il y a quelques jours que c'était l'objectif principal de Vladimir Poutine, et qu'il l'avait fait savoir à Donald Trump, que son souhait pour avoir un accord de paix, c'était que l'Ukraine cède l'entièreté du Donbass. Il y avait donc Volodymyr Zelensky qui a tiré la sonnette d'alarme en disant: attention, on s'attend à une intensification des combats dans cette région-là. Et c'est exactement ce qu'on voit. De très nombreuses frappes proches de la ligne de front, dans les villes notamment de Konstantinivka ou d'autres villages près de la ligne de front, avec cette technique russe qui est d'envoyer de plus en plus d'assauts pour tester les lignes de défense ukrainiennes et tenter de les percer, ce qu'ils ont réussi à faire d'ailleurs il y a quelques jours. Conséquence, l'Ukraine a envoyé de nombreuses brigades pour tenter de contenir ces avancées. C'est en partie
partie réussie. Mais si on regarde le bilan général, la Russie continue de tenter de grappiller le territoire ukrainien chaque jour avec des dizaines et des dizaines de soldats qui sont envoyés contre les défenses ukrainiennes sur l'ensemble de la ligne de front qui fait près de 1200 km, je vous le rappelle. Merci Nicolas Coadou en direct de Dnipro avec Théo Touché derrière la caméra. Romain Mielcarek, on entendait tout à l'heure Ursula von der Leyen lors de la conférence de presse dire que entre les mots cessez-le-feu et traité de paix, finalement ça importe peu. Ce qu'il faut, c'est protéger les vies en Ukraine. Mais là surtout on a l'impression que ce sont ces territoires qui sont au cœur de tout ce qui va se jouer entre les demandes donc russes qui ont été rappelées du côté européen et entre ce qu'on entend dans la bouche même de Volodymyr Zelensky, à savoir que non, il ne cédera pas ces territoires. Et pourquoi en particulier ce Donbass et donc la zone de Donetsk semble capitale dans ce deal? Alors, dans l'ordre, sur le propos de Madame von der Leyen, en fait, pourquoi elle dit ça sur cessez-le-feu et traité de paix, c'est parce que plus tôt dans la semaine, la coalition des volontaires avait dit le préalable à toute négociation, c'est qu'il y ait un cessez-le-feu. Pourquoi il disait ça? Parce que déjà, un cessez-le-feu, c'est plus facile à obtenir qu'un traité de paix et qu'il pensait que jamais Vladimir Poutine ne mettrait sur la table un traité de paix. Il semble qu'avec Donald Trump, ils ont parlé d'aller directement à un traité de paix. C'est plus difficile à négocier. L'idée pour les Russes, c'est d'avoir des choses plus définitives et notamment une reconnaissance de l'appartenance de la Crimée à la Russie, au moins par les États-Unis, voire par l'Ukraine. Donc ce que dit von der Leyen en disant ça, c'est que en fait, cette phrase qui a disparu dans les demandes des Européens de « on veut un cessez-le-feu », en fait, c'est pas un renoncement en tant que tel, c'est que ce qu'eux, ils veulent, c'est surtout un arrêt des combats. Sur la question du Donbass, le Donbass, c'est la région dans laquelle il y a des combats depuis 2014. Donc il y a des Ukrainiens indépendantistes pilotés, soutenus par la Russie, qui combattent contre le gouvernement ukrainien depuis 2014 jusqu'en 2022 pour essayer d'obtenir une forme d'indépendance, voire pour intégrer directement la Russie. Et donc toute cette zone-là, c'est une zone qui est hyper militarisée depuis 2014 et c'est là que les Ukrainiens ont installé leur base logistique, qu'ils ont tout fortifié, qu'ils ont installé tout un réseau de communication et de transport qui leur permet de soutenir leur armée. En 2022, quand la Russie envahit massivement l'Ukraine, ce verrou du Donbass et de Donetsk en particulier, c'est l'un des endroits où ils vont buter, où ils vont avoir du mal à avancer parce que en fait c'est vraiment une place forte immense. Et donc c'est autour de ce terrain-là que va se jouer l'enjeu de la négociation parce que les Russes qui vont avoir du mal à le récupérer par la force aimeraient l'obtenir par la diplomatie. Pour les Ukrainiens, ce serait renoncer à leur bouclier le plus solide. Et aussi, il y a une question que M. Zelensky a soulevée, c'est le retour des enfants déportés, les enfants ukrainiens déportés en Russie illégalement. Vous connaissez que ça, c'est un des signes de génocide. Hier, on a parlé de la lettre que la première dame des États-Unis, Melania Trump, a donnée via son mari à Poutine, où elle a demandé que voilà, c'est très important qu'au moins en danger et en sérénité soient les enfants qui ont été. Parce que vous savez, il y a aujourd'hui les catalogues qui existent en Russie comme si c'était un marché où on peut voir c'est un garçon de tels yeux, gentil, il aime ça quand on lui caresse comme ça. C'est juste inimaginable, en sachant que les parents ukrainiens existent toujours et vous connaissez que les déportations ont été faites via soi-disant évacuation pour mettre les enfants dans un abri. Ou par exemple, ils ont dit OK aux parents, cette zone sera très bombardée, occupée. Maintenant, on peut emmener vos enfants en Crimée, à côté de la mer, pour qu'ils se reposent et ils n'entendent pas les bruits. Et puis, c'est tout. Ils ont été déportés, arrachés. Les enfants, on leur a dit tes parents ne veulent plus de toi, arrête de pleurer, ne parle plus ukrainienne. Il y avait des témoignages de certains petits-enfants qui ont été retournés en Ukraine, qui étaient battus à cause de la langue ukrainienne. Aussi, ils ont revendiqué les chansons que leurs parents ukrainiens leur C'est aussi une partie de la russification qui est voulue par Qu'est-ce qu'il veut s'il veut arrêter la guerre, pourquoi il déporte les enfants et puis il nettoie leur cerveau comme quoi l'Ukraine, c'est l'ennemi. Jacques, un mot rapidement des sanctions, parce que on peut se douter assez aisément que Vladimir Poutine, lorsqu'il arrive à Anchorage, peut-être que c'est discuter la question des sanctions, de la levée des sanctions pour un peu faire respirer son économie qui se porte plutôt mal. Tant que l'Ukraine est attaquée, l'Europe continuera ses pressions
notamment via les sanctions. C'est ce que rappelait la présidente de la Commission européenne tout à l'heure, avant le début de cette réunion en visio de la coalition des volontaires. 18 paquets de sanctions déjà en cours, le 19e en préparation pour septembre. Oui. Les sanctions sont efficaces, restent efficaces. Contrairement à ce que disent beaucoup d'observateurs qui prétendent qu'elles seraient inefficaces parce qu'elles sont contournées. C'est vrai qu'elles sont en partie contournées, mais elles ne sont pas inefficaces. L'économie russe est ralentie, l'industrie russe en souffre. Et par exemple, l'aviation civile russe, qui est massivement équipée de Boeing et d'Airbus, n'a plus assez de pièces détachées. Donc les lignes aériennes intérieures russes sont ralenties. Ça a une conséquence qu'on ne soupçonne pas beaucoup dans nos pays. Mais comme M. Poutine contrôle son pays d'une main de fer, il nomme les gouverneurs de province. Vous savez, avant ils étaient élus, il a dit non, il n'y a plus d'élections, c'est moi qui les nomme et c'est moi qui les licencie. Et pour les tenir bien, il institue des réunions à Moscou régulièrement. Je ne sais pas si c'est une fois par semaine ou une fois toutes les 2 semaines. Mais quand vous êtes gouverneur en Sibérie, vous allez comment à Moscou? Pas par le transsibérien qui avance à 40 à l'heure, vous prenez l'avion. Et plusieurs de ces réunions ont dû être reportées parce qu'il n'y avait plus de transport aérien pour eux, même pour eux. Donc c'est ralenti. Ces sanctions, elles donnent de l'effet. Alors, elles commencent aussi à être senties par la pauvre population russe qui en souffre. Pour l'instant, c'est pas assez fort pour qu'elle commence à regimber, mais il faut surtout pas les lever. Ça donne des résultats, il faut continuer parce que avec ces sanctions, on tape le tiroir-caisse de Poutine, ce tiroir-caisse qui finance son effort de guerre. Les sanctions qui sont donc l'une des armes qui pourrait être brandie demain lors de cette réunion donc, que l'on suivra sur BFM TV entre le président américain et donc le président ukrainien, rejoint, vous le voyez, par une délégation importante, la présidente de la Commission européenne, le secrétaire général de l'OTAN, les présidents français, le chancelier allemand, le président finlandais, la présidente du Conseil italien ainsi que le premier ministre britannique. Vous voyez sur cette infographie. Restez avec nous dans un instant. Évidemment, nous continuerons de décrypter cette actualité. Donc, avec en ce moment même ce qui se passe au fort de Brégançon dans le Var, cette réunion en visioconférence co-présidée par Emmanuel Macron. Donc, pour finaliser les contours de ce qui sera présenté demain à Washington. À tout de suite.